Bonjour et bienvenue à tous la gauche républicaine de m'avoir invité pour animer cette table ronde à la conquête du plein emploi. Je remercie également les participants à cette table ronde, Sophie, sénatrice membre de Génération, Chloé Ridel, directrice adjointe de l'Institut Montaigne, Rousseau, Géraldine Guillepin, secrétaire générale membre des Radicaux de gauche, Marie-Noëlle Gilman, sénatrice et coordinatrice de la gauche républicaine et socialiste, et les économistes, membre des économistes atterrés, et Jean-Baptiste Barfetti, président de la conférence Gambetta, qui va passer 2 heures à débattre avec vous. Je laisse maintenant à Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français, pour introduire notre débat. Chers amis, je vous remercie tout d'abord de votre invitation, qui plus est pour évoquer avec vous une question absolument essentielle dans le contexte actuel. Essentielle, bien sûr, parce que l'actualité brûlante dans notre pays, c'est cette crise sanitaire terrible, accompagnée d'un cataclysme d'une ampleur certainement jamais connue depuis des décennies en matière d'activité économique et d'emploi. Ces derniers mois ont ainsi été l'objet d'annonces récurrentes de liquidations judiciaires, de fermetures d'entreprises, de plans de licenciement, mais aussi de délocalisation. De nombreux jeunes et moins jeunes se heurtent à la fermeture de toute perspective d'embauche. Les salaires et revenus diminuent, notamment avec le chômage partiel. Et le chômage, lui, touche des sommets. Pour les communistes, vous le savez, la question de l'emploi est une question politique en soi, pas seulement une question dite sociale ou économique. Bien sûr, il y a les questions sous-jacentes du revenu, celles du travail, de la sécurité dans l'emploi, qui sont déterminantes dans une société déchirée par le chômage de masse, par la précarité généralisée, par les conditions de travail délabrées et toutes les divisions qui en découlent. Notre analyse de cette situation, ce n'est pas que la crise économique découle de la pandémie, mais que la Covid-19 a été et demeure un catalyseur d'une crise systémique qui couvait déjà par bien des aspects dans des proportions bien supérieures à celles de 2008. Et en matière d'emploi, notre pays, comme tous les pays capitalistes, ce sont bien des décennies de chômage de masse, accompagnant un vaste déménagement industriel et des opérations de restructuration de grands groupes qui ont produit toutes les politiques libérales, visant notamment à réduire par tous les moyens le coût du travail. La question est donc bien systémique, et elle impose de dépasser l'objectif du traitement social du chômage, qui vise finalement à s'accommoder de son existence, alors même qu'il est un puissant levier pour tirer la société vers le bas en attaquant systématiquement les droits acquis des salariés. A contrario, le projet communiste, que je vais forcément ramasser pour ne pas être trop long, s'inscrit dans une autre perspective, celui non pas de la baisse du chômage, mais bien dans une ambition d'éradication totale du chômage. Nous pensons que c'est non seulement une nécessité pour une société civilisée, mais aussi que c'est possible pour peu qu'on révolutionne l'organisation de la société et ses finalités, et que l'emploi, la reconquête industrielle, les mutations productives redeviennent des sujets politiques et pas la seule affaire de quelques économistes libéraux. Je vais dans ce cadre résumer mon propos autour de 4 idées. D'abord, il faut agir immédiatement contre les suppressions massives d'activités et d'emplois. Il me semble que l'actualité avec la crise économique impose de réfléchir aux leviers immédiats pour s'opposer à une aggravation sans précédent de la situation économique et sociale dans le pays. Et je veux à cet égard pointer le rôle de l'État et plus globalement des institutions. De l'automobile à l'aéronautique, de la filière énergie au transport aérien, de la restauration collective à la distribution, c'est une accélération sans précédent, des restructurations, des plans de suppression d'activités et d'emplois plus ou moins justifiés par la crise sanitaire. 520 PSE depuis le mois de mars. Non, ce n'est pas un virus qui a le pouvoir de détruire définitivement l'activité et l'emploi dans notre pays, quand bien même provoque-t-il temporairement une crise de débouchés, une baisse d'activité. Mais ce sont bien des décisions financières, politiques, qui sont à l'origine du million d'emplois que risque d'avoir perdu notre pays d'ici la fin de l'année. Car des centaines de milliards d'euros ont été déversés par l'État, voire même par l'Union européenne, à des multinationales, pour l'essentiel, à des fonds de pension, sans condition ni obligation de préserver l'emploi.
C'est par exemple le cas de la filière de l'aérien, avec 15 milliards d'euros de plans de soutien gouvernemental, immédiatement suivi de plans de suppression d'emplois chez Air France, 3400 postes, et chez Airbus, 5000 emplois, et chez des centaines de sous-traitants. Cette situation n'est pas acceptable. Elle laisse entre les mains d'actionnaires, de fonds d'investissement, de donneurs d'ordre, le sort de centaines de milliers d'emplois et des milliers de sous-traitants face à un État qui n'a pas de stratégie industrielle. Exemple avec Stelia Ameot, que j'ai rencontré cette semaine dans la Somme et qui va délocaliser en Portugal au lieu de maintenir sa production chez nous dans les Hauts-de-France. À l'inverse de cette stratégie, nous pensons au Parti communiste. Face au marché, l'État, les institutions européennes et locales disposent de véritables outils législatifs pour s'opposer aux suppressions d'activités et d'emplois. L'État devrait ainsi pouvoir imposer un moratoire sur tous les PSE en cours et surtout chez les grandes entreprises. Et pour aller plus loin encore, qu'il se dote d'une stratégie résolue visant à des nationalisations temporaires quand cela est nécessaire pour préserver les outils de production. Il doit encore faire le choix de relocaliser la production en France, l'imposer aux donneurs d'ordre en échange d'un éventuel soutien public. Mais plus durablement, nous avons la conviction qu'il faut profondément transformer l'organisation de la société et mettre au cœur d'un projet de société la question de la sécurisation de l'emploi tout au long de la vie. Deuxième idée, deuxième thématique, pour cela il faut réorienter les richesses créées par le monde du travail et combattre la domination du capital. Pour engager cette révolution, la priorité me semble être de dégager nos sociétés de la domination du capital financier et de modifier profondément les critères de gestion des entreprises. Car ce sont bien les appétits des marchés financiers, les exigences de rentabilité financière qui ont fait de l'emploi et des salaires des conditions de travail de variables, des véritables variables d'ajustement. Je ne vais citer qu'un chiffre pour illustrer mon propos, c'est 30 milliards. 30 milliards, c'est le montant des dividendes que vont distribuer cette année les grands groupes industriels et financiers en pleine crise sanitaire et en pleine crise économique et sociale. Alors qu'en même temps, plus de 900 000 emplois sont rayés d'un trait de plume dans notre pays. Des outils financiers et fiscaux, des outils monétaires, pour peu que les pouvoirs politiques les décident, peuvent contribuer utilement en ce sens et qui réorientent les richesses vers la sécurisation de l'emploi, les salaires, la formation ou l'élévation des qualifications. Nous avons récemment proposé une taxe exceptionnelle de 15% sur le chiffre d'affaires des géants du e-commerce comme Amazon. Je pourrais aussi égrener nos propositions pour lutter contre l'évasion fiscale, ceux visant à taxer les plus riches avec l'ISF, ou encore notre proposition pour conditionner avec des critères sociaux et écologiques les aides publiques au développement de l'activité. Celles-ci pourraient être bien plus utiles que les aides sans condition déversées à flot au nom de la compétitivité, à l'image du CICE, mais sans aucune efficacité en termes d'emploi et d'investissement productif. Évidemment, réorienter les richesses exige une conception radicalement différente du rôle des banques et des assurances qui doivent soutenir la transformation des modes de production, favorisant l'emploi, la formation et la révolution écologique. Cette utilisation nouvelle des richesses créées doit également permettre de financer un nouvel essor des services publics. Je pense évidemment dans cette période à l'hôpital public et aux 100 000 emplois qui devraient y être créés. Mais je pense aussi à l'école qui, même après la pandémie, devra recruter massivement pour assurer une véritable égalité et la réussite de tous nos enfants. Je pense bien sûr aussi aux services publics locaux, tant malmenés par l'affaiblissement de leurs dotations et la mise en cause de l'autonomie fiscale des collectivités. Troisième point, troisième axe, c'est celle de la reconquête de notre souveraineté industrielle et économique. Troisième axe de nos propositions pour débarrasser la société du fléau du chômage. C'est la reconquête de notre souveraineté économique et particulièrement de notre souveraineté industrielle, dont l'actualité, notamment avec l'affaire Bridgestone, montre l'importance. Si la France compte parmi les pays développés, parmi les plus fragilisés en matière d'emploi et de production, c'est en particulier du fait des abandons de souveraineté dont elle s'est faite la championne dans la matière, dans une Union européenne qui a encouragé ces renoncements. Je vais vous citer quelques chiffres signifiants. Entre 1980 et 2018, la part de marché mondial de la France dans la production de biens est tombée de 6,3% à 3%, derrière les Pays-Bas. 44% du PIB de la zone euro sont consacrés aux importations contre 18% en 86. Imaginez
ce chiffre. En 90, la France produisait plus de la moitié de ses médicaments, contre 11% aujourd'hui. Et chez Renault, 3,6 millions de véhicules étaient assemblés en France en 2004 pour 2,2 millions en 2019. Tout cela, nous le savons, est le fruit de décennies de délocalisation boursière engagée dans les années 80 pour l'essentiel, avec, en toile de fond, une mondialisation de la finance, plutôt qu'un partage mondial des connaissances, des savoir-faire et des richesses. Cette ambition de reconquête industrielle et productive ne peut se concevoir dans un modèle visant à imposer partout la concurrence entre les salariés, entre les peuples, et à encourager les guerres commerciales permanentes. Mais, précision importante, la souveraineté productive telle que nous l'imaginons ne se conçoit pas comme un repli à l'intérieur de nos frontières. Mais elle ne peut s'envisager sans nous débarrasser des dogmes, des traités européens, de la concurrence libre et non faussée, et doit s'appuyer sur des traités commerciaux organisant les coopérations et les partages, plutôt que favorisant le libre-échange comme le font la plupart des traités internationaux signés par notre pays. Nous préférons, nous, défendre notre industrie, notre souveraineté dans le cadre d'une mondialisation des coopérations telle que le permet les avancées technologiques en matière de transport ou technologie de la communication et de l'information. Nous proposons pour cela de soutenir cette souveraineté industrielle, de mettre sous maîtrise publique des filières stratégiques pour notre pays à l'image de celles de l'énergie, des transports, du médicament ou encore des télécommunications, de mobiliser un fonds écologique et social alimenté directement par une BCE qui ne serait plus indépendante comme aujourd'hui, mais au service des États en les finançant directement. Enfin, et ce n'est pas exhaustif, il s'agit de mettre le paquet sur la formation initiale et continue des salariés pour élever les qualifications. Dernier point, dernière priorité, faire des droits nouveaux pour les salariés, des leviers pour l'emploi. Oui, nous voulons mener une grande offensive idéologique et politique sur l'articulation entre développement des droits sociaux et développement de l'emploi. Il faut en finir avec ce dogme de la baisse du coût du travail qui nourrit l'idée que l'emploi serait conditionné à des reculs sociaux permanents. J'ai la conviction que nous avons à gagner dans les têtes l'idée d'une société sans chômage. Et pour cela, un nouvel âge de la sécurité sociale, avec quelques propositions fortes, à l'image de l'augmentation des salaires et du SMIC de 20% immédiatement, de la retraite à 60 ans pour toutes et tous, avec la réduction du temps de travail hebdomadaire à 32 heures sans baisse de salaire pour travailler tous et travailler mieux, ou encore avec l'annulation de toutes les lois et ordonnances ayant porté atteinte au Code du travail. Notre visée, c'est d'éradiquer le chômage. Enfin, je veux conclure sur ce qui devrait, à mes yeux, constituer un socle commun à toutes les forces de transformation sociale de notre pays, sur cette question de l'emploi qui tienne compte des impasses auxquelles ont conduit certaines expériences à gauche. Pour nous, communistes, les perspectives politiques ne sauraient se réduire à faire diminuer le chômage, en continuant à faire de l'emploi une variable d'ajustement pour sécuriser toujours plus les profits, en somme. Nous pensons ainsi nécessaire, pour engager une transformation profonde de la société, de nous fixer l'objectif d'éradiquer le chômage en sécurisant l'emploi et les salaires. Oui, c'est à une sécurisation de l'emploi et de la formation et de tous les moyens de la vie qu'appelle plus encore la situation. Dans cet objectif, les réformes de l'assurance chômage et des retraites doivent être définitivement abandonnées face au risque de nouvelles crises sanitaires, économiques, écologiques et à leurs conséquences sur l'emploi, et parce que le chômage est un immense gâchis, chaque travailleur, travailleuse devrait avoir droit à une telle sécurité. Chacune et chacun devrait pouvoir alterner des périodes d'emploi et des périodes de formation rémunérées et reconnues en matière de qualification, sans jamais passer par la case chômage, ni connaître de baisse de revenus. En ce sens, un nouveau service public de l'emploi et de la formation pourrait prendre en charge les missions aujourd'hui exercées par l'UNEDIC, Pôle emploi, l'AFPA et tous les acteurs de la formation continue. Vous le voyez, sur cette question aujourd'hui, vitale pour des millions de nos concitoyens, le Parti communiste français, dans le dialogue avec les forces de gauche, avec le mouvement syndical, avec le monde du travail, souhaite faire renouer l'ensemble de la société avec ce souffle inventif qui a donné naissance à la sécurité sociale, au statut de la fonction publique ou à la création de DFGDF dans les conditions difficiles de l'époque. Je suis convaincu que la crise aiguë que nous affrontons nous oblige tous en ce sens. Ce sera pour nous le cœur des élections présidentielles et législatives à venir.
Je vous remercie pour votre écoute. Roussel l'a rappelé. D'ailleurs, à ce propos, il propose des mesures d'urgence immédiate, comme un moratoire sur tous les PSE, des nationalisations temporaires. Christophe Rameau, peut-être, comment éviter, vous qui êtes économiste, le scénario noir qui se profile, à savoir celui des faillites en série et d'une hécatombe sociale à venir? Écoutez, je pense que le point de départ, je dirais, de mon point de vue, c'est de dire que c'est pas d'abord les entreprises, si je puis me permettre, qui créent l'emploi au niveau global. Hein, il y a une responsabilité proprement sociale. Et ça relève, je dirais, la responsabilité de l'emploi au niveau global relève d'abord d'une responsabilité gouvernementale si on n'est pas libéral, si on est keynésien, hein, si on considère que c'est d'abord au niveau global que se joue la détermination du niveau de l'emploi. Et comment dire, et ce que je dirais, c'est que, à mon avis, ce qui est d'abord premier, ce sont les politiques macroéconomiques. Hein, c'est ça qui est important. Quand j'entends politique macroéconomique, il y a bien entendu celles auxquelles on pense tout de suite, les politiques budgétaires, les politiques monétaires, mais il y a aussi les politiques industrielles, hein, qu'il faut bien entendu relancer. Il y a les politiques concernant les relations économiques internationales, et là je dirais, pour apporter peut-être une petite nuance par rapport à ce que dit à l'instant Monsieur Roussel, je pense qu'il y a la question de la frontière, hein, est une question extrêmement importante. Hein, quand Georges Marchais en 1980 disait produisons français, beaucoup de gens l'avaient traité de raciste, etc. Maintenant une large part du spectre politique, à juste titre, considère qu'on a là un enjeu absolument central. Donc voilà, je pense qu'il faut remettre en cause le capitalisme néolibéral, la domination de la finance, le libre-échange, l'austérité salariale, la contre-révolution fiscale qui aboutit au fait que les riches payent moins d'impôts, la privatisation qui a porté d'ailleurs surtout sur les entreprises publiques, les services publics, on ne les a pas augmentés au cours des 40 dernières années. La part de l'emploi dans la fonction publique, elle est toujours de 20% depuis 40 ans. Elle n'a pas baissé non plus. Il faut faire attention à ne pas laisser entendre que le néolibéralisme a tout emporté, hein, alors qu'au contraire, il faut prendre appui sur les services publics. Il faut aussi redynamiser, refonder largement. Mais enfin, voilà, les services publics continuent à exister. Hein. La part de l'emploi dans le champ de la fonction publique, c'est 20% depuis 40 ans. Ça aurait dû augmenter, hein, puisque des sociétés plus riches, normalement, doivent consacrer plus de ressources pour la santé, pour l'éducation, pour la culture. Mais je pense que, pour prendre les choses peut-être un peu sous un autre angle, notre point de départ pour critiquer notre modèle économique, et je pense que c'est quelque chose qui peut percer très massivement dans l'opinion, c'est de pointer l'immense décalage qu'il y a entre, d'un côté, des besoins sociaux insatisfaits, y compris dans nos pays riches, besoins en matière de logement, besoins en matière écologique aujourd'hui, la rénovation thermique du bâti, le développement des énergies non carbonées, le manger mieux. Quand on mange mieux, généralement ça augmente l'emploi parce qu'on met plus de temps de travail à produire un kilo de carottes bio plutôt qu'un kilo de carottes industrielles. C'est pour ça d'ailleurs qu'elles sont plus chères, ces carottes bio. Voilà. Et donc il y a ce décalage complet entre ces immenses besoins insatisfaits, ces millions de personnes qui sont sans emploi, au-delà même du chiffre du chômage, dont on le sait qui ne prend en compte qu'une partie du sous-emploi. Et voilà, on a un système qui depuis toujours n'arrive pas qui régulièrement, et a fortiori dans les temps qu'on connaît, n'arrive pas à faire correspondre les deux. Hein. Et donc je pense que c'est à ce niveau-là, hein, c'est de cet enjeu qu'il faut partir, ce qui au passage, de mon point de vue, doit nous éloigner des thèses sur la décroissance, etc. Je pense que là, il y a tellement de besoins insatisfaits, il faut réorienter radicalement les activités. C'est la part de bon sens qu'ont les thèses sur la décroissance. Il y a des activités, bien entendu, qu'il faut faire décroître. Je prendrai simplement un exemple pour être concret. La voiture électrique. Oui, allez-y. Je termine. Rapidement. Voilà, je termine sur la voiture électrique. La voiture, il faut basculer, dans le cadre de la transition écologique, il faut basculer
vers la voiture électrique. Très bien, il faut développer les transports en commun, etc. Mais enfin, on aura toujours besoin de voitures, notamment en zone rurale ou périurbaine. Donc voilà. Et il faut que ça soit, donc il faut que l'objectif qu'on doit se fixer, c'est que on arrête de rouler en voiture thermique et qu'on passe aux voitures électriques. Le problème qu'on a en matière de voitures électriques, c'est que nos deux grands constructeurs, on avait un excédent commercial de 12 milliards sur le secteur automobile au début des années 2000. Aujourd'hui, on a un déficit commercial de 12 milliards avant même la crise du Covid. Bon, très bien. En quelques années, nos deux constructeurs ont massivement délocalisé. Eh bien, on devrait imposer une règle simple, qui est qu'une voiture électrique n'est vertueuse pour l'environnement que si elle est produite avec de l'énergie non carbonée. Parce que vous avez bien compris que pour produire une voiture, y compris électrique, eh bien, il faut de l'énergie, et cette énergie, ça correspond aux 100 000 premiers kilomètres de la voiture. Or, quand on délocalise nos productions en Slovénie ou en Slovaquie ou dans d'autres pays, comme l'ont fait nos deux constructeurs, eh bien en fait, on aboutit à une production qui n'est absolument pas vertueuse. Il se trouve qu'en France, nous avons une électricité qui est largement non carbonée, grâce au nucléaire. C'est un autre débat, mais je pense que c'est un atout dont on devrait être fier. Y compris, on devrait sécuriser cette filière, ce qui n'empêche pas de développer les énergies. Alors, on reviendra sur les problématiques de filière. Voilà, et donc je termine. Il faudra imposer comme règle aux constructeurs, imposer comme règle, y compris comme pour distribuer les primes au fait de changer sa voiture thermique pour une voiture électrique. Eh bien, il faudrait conditionner ces aides au fait que la voiture électrique a été produite avec de l'énergie électrique non carbonée, et donc ça permettrait d'aboutir à la relocalisation de cette industrie très, très importante. Alors, Christophe Rameau vient d'énormes besoins des hôpitaux, d'énormes besoins dans l'éducation. Cette crise l'a encore montré. Donc, le développement des services publics aussi, comme on l'a vu avec le mouvement des Gilets jaunes. N'y a-t-il pas là un vivier d'emploi, en fait, justement, pour favoriser, en fait, les créations d'emplois qui vont manquer à la suite de cette crise? Sophie Tallier-Paulan, vous êtes sénatrice. Vous, justement, est-ce que, là-dessus, est-ce que vous pensez qu'en effet, ce serait les besoins de services publics sont énormes aujourd'hui. Quel est votre sentiment là-dessus, sur la crise actuelle, sur les nécessités d'emploi et sur l'emploi public nécessaire? On ne vous entend pas. Bêtement, je n'avais pas. Vous m'entendez maintenant? Voilà. Oui, tout à fait. Merci pour l'invitation et merci pour l'échange et les premières interventions. Il est tout à fait exact qu'aujourd'hui, la situation sociale l'exige. Le service doit être développé. Ils sont faits depuis plusieurs décennies maintenant dans les territoires auprès de l'ensemble des populations en fragilité sociale et les besoins sont continuent. Je crois qu'il faut tourner effectivement la question de l'emploi vers la question de l'utilité de la production. Il faut sortir effectivement du débat croissance versus décroissance. Parce que je crois que là, on n'a pas le bon concept, tout simplement. Le bon concept, ce n'est pas la croissance ou la décroissance. Le bon concept, c'est la production utile. Et la production tant de savoir que de liens sociaux, qu'aussi de produits manufacturés, que d'alimentation, pour faire en sorte que sur notre planète, eh bien, nous soyons tous et toutes en situation de vivre, je dirais, confortablement, de vivre de manière, stable, saine. Et c'est à cela, finalement, au bonheur que nous devons viser. Et donc, cela nécessite une réorientation majeure des emplois vers l'utilité et non pas vers la rentabilité et non pas vers toutes les logiques boursières dont Fabien Roussel a très bien parlé. Donc, la situation, évidemment, elle est celle-là. On est aujourd'hui dans une grave crise et j'étais tout à l'heure, je suis encore au Sénat, là je suis avec vous avec grand plaisir, mais je vais retourner après dans les débats du projet de loi de finances 2021, où nous parlons beaucoup de l'impôt sur la production et de la quasi-suppression de la totalité des impôts de production. Vous savez, ce sont ces impôts
finalement ne sont pas liées aux bénéfices de l'entreprise, mais au fait même qu'elle produit. Et pour produire, elle a besoin d'infrastructures. Elle a besoin que la société mette en place autour d'elle des routes, des écoles, etc. etc. Bon. Et nous avons beaucoup parlé de cela, et la droite nous dit il faut baisser ses coûts de production, enfin ses impôts de production, parce que nous avons un problème de compétitivité. Bon, vous ne serez pas étonnés de leur façon d'expliquer les choses. Mais en réalité, on le sait bien, si on a un problème de chômage dans notre pays, ce n'est pas en raison d'un problème de compétitivité qui viendrait du fait que nous sommes trop chers, que ce soit par le coût du travail ou que ce soit par la fiscalité, mais c'est que les pays qui nous font concurrence le font de manière déloyale et donc ne sont pas assez, ne payent pas finalement le coût des choses, ne payent pas évidemment les droits sociaux, ne payent pas non plus le respect de l'environnement, ne payent pas l'empreinte qu'elle laisse sur notre planète. Et on sait que ces modèles qui viennent percuter notre modèle social de répartition, qui viennent l'affaiblir, qui viennent le percuter vraiment très très violemment, sont des modèles qui sont évidemment antisociaux et anti-environnementaux. Donc je crois que si nous voulons retrouver le plein emploi, il faut non seulement produire des choses utiles, et Dieu sait qu'il y a à en produire, des choses utiles, des produits comme du lien social, comme des services, comme de l'accompagnement, mais il faut en produire au vrai coût. Et pour cela, il faut relocaliser, et pour relocaliser, il faut enfin mettre en place une taxe carbone. Je crois que ça fait vraiment très longtemps d'ailleurs que ces propositions sont faites. On a prêché beaucoup dans le désert sur ces questions-là. Je me souviens d'élections européennes il y a très très longtemps où déjà ces propositions ont été faites. Maintenant, elles arrivent à un niveau de conscience. Bah, évidemment, on est tellement percuté par la crise, aujourd'hui, ne serait-ce que la crise sanitaire qui induit une crise économique majeure qui est en fait liée à l'irrespect total, au mépris total de la planète avec la fin de la clôture en fait, entre les différents types d'habitats qui produisent l'arrivée de ce type de virus. Donc en fait, aujourd'hui, on voit bien que c'est le mépris total pour la réalité physique de notre planète qui crée les crises majeures auxquelles on est confronté. Il faut revenir à un petit peu plus de rationalité, tout simplement. Et donc, relocaliser sur la base du vrai coût des choses. Le vrai coût des choses, c'est le respect des gens, c'est le respect du travail, la vraie part qui doit être attribuée au travail par rapport au capital et aussi le vrai coût de la nature et de l'utilisation et de l'exploitation de la nature qui doit prendre en compte la nécessité de ne plus l'abîmer et la nécessité de respecter les limites planétaires et notre capacité donc à puiser dans ces ressources. Première chose, donc, relocalisation et réponse aux besoins. Et puis, deuxième chose, après, je crois qu'il faut effectivement quand même se dire que le plein emploi, le plein emploi au sens où nous l'entendions auparavant, tout le monde au boulot à temps plein, quelle que soit finalement la situation, quel que soit l'âge, quel que soit, voilà, c'était ça le modèle, c'est de se dire que dans la société qui est la nôtre, avec l'automatisation, la robotisation, et d'ailleurs dans cette crise, elle prend une singulière dynamique, il y aura peut-être besoin, pour produire ce qui est utile, de moins de travail, de moins de moins d'heures de travail. Alors, la réalité, c'est comment on va partager le travail, et on pourra y revenir après si vous le souhaitez. Oui, tout à fait. Mais vraiment la question de quels sont les critères, comment on partage le travail, je crois que c'est vraiment une des questions essentielles. Très bien, merci. Vous parlez justement de relocalisation, comment produire au plus près de chez nous, éviter les délocalisations. J'ai envie de demander à Jean-Baptiste Baffretti, est-ce que c'est possible de relocaliser? Est-ce qu'on a suffisamment est-ce qu'on n'a pas assez détruit d'industrie pour comment on fait réellement pour réindustrialiser? Est-ce que c'est possible? Et comment aussi remettre des industries? Comment produire local quand les citoyens aussi ont un rejet de tout ce qui est industriel? Est-ce que vous êtes là, Jean-Baptiste? Oui, vous m'entendez? Très bien.
Alors bonjour à tous, merci de votre invitation. Alors je vais vous répondre d'abord avec l'exemple de Bridgestone. Donc vous savez, cette fermeture de site à Béthune de 863 personnes. Je trouve que c'est un excellent exemple de beaucoup de nos maux. On voit que l'Union européenne, de ce point de vue, est une véritable passoire. Dès 2015, les États-Unis ont réagi aux offensives chinoises sur le secteur du pneu. Et dès 2015, ils ont porté la protection douanière à 90%. Pendant ce temps-là, dans l'Union européenne, on a très doucement, 2 ans après, mis une fixation sur les pneus de poids lourds. D'abord de façon provisoire en 2017, puis un an plus tard de façon définitive, fin 2018. Et on a quelque chose de systémique, c'est-à-dire qu'on a vu Bridgestone, mais il y a eu Continental dans l'Oise à peu près dans les mêmes effectifs en 2010. Il y a eu aussi Goodyear à Amiens en 2014 avec plus de 1100 personnes, etc., etc. Et donc face à ça, pas de réaction commerciale. Donc je rebondis sur ce que disait tout à l'heure Christophe Rameau, qui disait que finalement, à la suite de Keynes, beaucoup de choses se jouent dans un aspect macroéconomique et non pas seulement sur le marché de l'emploi. Donc la première chose, et donc là je vais dans le sens où Sophie t'avait parlé, c'est la question commerciale. Mais pas seulement. L'exemple de Bridgestone est vraiment intéressant, on peut tirer le fil. Libération nous apprend que les ventes de ce site ont été artificiellement plombées, puisqu'en fait les pneus étaient revendus à une holding à Bruxelles qui faisait un bénéfice, faisait une marge supplémentaire en revendant directement un système de prix de transfert. Donc c'est ce qui est utilisé aussi pour Starbucks et d'autres pour l'évasion fiscale. Il y avait ce même système, clair, toléré, on a presque organisé au niveau européen pour que les capitaux puissent circuler librement et permettre aux dirigeants d'entreprise de faire une sorte de mécano. Quand tout d'un coup on veut vider de sa substance Bridgestone à Béthune, on peut le faire très facilement. Évidemment, ce qui a beaucoup été mis en lumière, c'est que dans le même temps, Bridgestone ouvre en Pologne, développe en Hongrie, etc., etc., demande en Espagne et en Italie de faire des accords de compétitivité. Donc on voit là le résultat depuis des décennies en Europe de détricotage de toute pression, de toute organisation sociale, et on se retrouve, comme disait Fabien Roussel, à avoir finalement un traitement social de ce chômage. Or, en fait, effectivement, comme vous l'avez dit, il faut se réorganiser pour ces relocalisations. Mais je crois qu'au-delà de cette question des relocalisations, où il y a une organisation à faire par filière, peut-être flécher par exemple un certain nombre d'aides actuelles, comme les baisses de charges, uniquement sur un certain nombre de filières que l'on veut développer, que l'on veut relocaliser, et à condition de ces relocalisations. Je dirais qu'il faut aussi changer le regard sur le chômage et en faire une responsabilité collective, comme disait tout à l'heure Christophe Rameau. Le chômage n'est pas la faute du chômeur, de la même façon que l'accident du travail, depuis 1898, la société a reconnu que ce n'était pas la responsabilité de l'ouvrier avec sa machine. Donc c'était une responsabilité collective. Dans l'usine, on mobilise des matériaux dangereux, et donc collectivement, il peut arriver des catastrophes. Le chômage, de la même façon, c'est des choix qui ont été faits collectivement, une ouverture massive à la mondialisation, qui apporte à certains une consommation peu chère, donc tout le monde en bénéficie. Aux plus qualifiés, une forte demande. On sait qu'on a besoin de beaucoup d'ingénieurs et de personnes très qualifiées du fait de cette ouverture, mais dans le même temps, une raréfaction de travail d'ouvriers. C'est le théorème de Stopper-Samuelson. Et donc, il faut collectivement, de même qu'on fait face collectivement avec les méthodes d'accident du travail, il faut faire collectivement face à ce chômage, savoir y répondre, savoir l'organiser collectivement. Et donc, je pourrais continuer à y répondre tout à l'heure. Je ne voudrais pas abuser.
Merci. Alors justement, vous expliquez tout à l'heure, je crois que c'était Christophe Rameau qui nous expliquait qu'il faut changer les critères de gestion des entreprises, ou il y avait aussi Sophie Taillé qui disait qu'il fallait être sur de l'utilité. David Kaila, là-dessus, comment est-ce qu'on change les critères de gestion des entreprises dans une économie libérale mondialisée? Est-ce que c'est possible? Il est possible de faire beaucoup de choses, évidemment. Alors tout d'abord, je voulais quand même souligner le fait que consacrer une table à l'emploi et non pas au revenu, je pense que c'est très bien, parce qu'on a aussi tendance, chez certains économistes ou certaines parties de gauche, à toujours dire le problème social, c'est le problème du revenu, alors que je pense que finalement donner des emplois aux gens, donner de l'utilité au travail de ceux qui travaillent, je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important. Et mon sentiment, c'est que la gauche ne peut pas juste être dans des politiques sociales. Et donc je rejoins en gros ce qui a été dit, hein, c'est-à-dire qu'il faut, pour éviter justement de signer un blanc-seing aux entreprises et au capitalisme libéral, il faut, si je puis dire, remettre de l'intervention de l'État, de l'interventionnisme, de la régulation publique, parce que la question de l'emploi, c'est pas une question de savoir comment spontanément il apparaît. Il faut organiser le plein emploi, et je pense que ça doit forcément passer par des formes de régulation. Alors j'ai entendu tout à l'heure dire, oui, alors d'abord Christophe Rameau parlait de la question de la frontière. Et je pense qu'il a raison. La frontière est nécessaire dans un système démocratique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on considère que ce n'est pas au marché de décider où doivent être produits telle ou telle chose et qu'il faut une intervention politique, ça veut dire quelque part que cette intervention politique, elle doit être organisée dans un cadre démocratique. Or, un cadre démocratique, ça suppose une frontière, hein, c'est-à-dire concrètement d'être capable de dire quelle est la communauté qui va décider et débattre. Et ça, je pense que c'est important. On ne peut pas penser le souverainisme comme démocratique sans penser aussi le fait que si on veut sortir du marché, ou en tout cas ne pas laisser le marché faire tout ce qu'il veut, eh bien, il faut bien trouver un cadre, et ce cadre il doit être organisé par la communauté de gens qui veulent s'entendre. Alors pour cela, bien sûr, la question du libre-échange elle est extrêmement importante, elle a déjà été soulignée, mais là aussi, il ne faut pas croire que ceux qui ne respectent pas un certain nombre de normes que nous on veut, préserver n'agissent pas forcément de manière déloyale. Si on a des pays qui ne respectent pas un certain nombre de droits sociaux, environnementaux, c'est évidemment déplorable, mais c'est à nous de faire en sorte d'imposer nos propres règles. Hein, c'est-à-dire que le problème du libre-échange actuellement, c'est qu'on déplore que d'autres fassent du dumping social, fiscal ou écologique, mais on ne se donne absolument pas les moyens de restreindre les importations de ces produits qui sont fabriqués dans des régions, hein, comme en Chine, où il n'y a pas de liberté syndicale. Et ça, c'est pas la faute des pays, c'est notre faute à nous. Et donc, évidemment, se pose une autre question qui a déjà été soulignée, c'est la question européenne, parce que quand on réfléchit sur comment on peut faire pour reprendre en main le commerce international, comment on peut faire pour remettre en œuvre des politiques industrielles, on se trouve immédiatement bloqué par le problème du droit européen qui contraint à la concurrence libre et non faussée et qui interdit de mener des politiques commerciales autres que celles du libre-échange. Donc, pour répondre à la question, je crois qu'on ne peut pas attendre des autres et des entreprises qu'ils aient un comportement citoyen. On ne peut pas attendre des autres pays du monde, notamment quand ils sont en voie de développement, qu'ils respectent nos normes sociales. C'est à nous, collectivement, démocratiquement, à l'échelle nationale et européenne, de prendre les mesures pour créer l'emploi. Hein. Il ne faut pas attendre ça du marché ou des autres pays. Merci David Kaila. Chloé Ridel, j'ai envie de vous donner la parole là-dessus. Justement, vous êtes. Quel est le rôle des citoyens dans la souverainisme, dans les critères de gestion des entreprises? Quelles peuvent être leurs places pour définir en fait ce qui peut être produit en France? Quels sont les besoins et puis copartager avec l'État des décisions. Est-ce que là-dessus, vous pouvez nous donner votre sentiment et votre analyse? Merci. Oui, merci à vous pour l'invitation. Évidemment que les consommateurs ont un rôle énorme à jouer pour orienter la façon dont on produit les choses qu'ils consomment.
Je crois qu'aujourd'hui, il y a plus en plus de monde dans la société civile qui défendent d'autres façons de consommer et de produire. Il y a un syndicat alternatif à celui du MEDEF qui est en train qui est créé, qui s'appelle le MOVE et qui défend justement une conditionnalité écologique et sociale qui serait appliquée à toutes les aides que reçoivent les entreprises. Moi, je rejoins totalement Fabien Roussel sur l'objectif qui est l'éradication totale du chômage. Il faudrait revenir sur la notion de droit à l'emploi, parce que le droit à l'emploi, c'est un droit qui figure dans le préambule de la Constitution de 1946, qui dit que chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Donc c'est un droit qui fait partie du bloc de constitutionnalité, mais qui brille par son ineffectivité en réalité. On s'est habitué au chômage tout en oubliant que c'était un fait social relativement récent, puisque c'est un produit de la modernité industrielle. Et on en oublie presque de s'insurger face à l'absurdité qu'est le chômage de longue durée. C'est un symptôme de la déliquescence du lien social, le chômage de longue durée, qui réduit une cohorte de gens à l'inutilité, qui les prive du droit de contribuer à l'effort commun pour venir à leurs besoins. Il faut quand même rappeler qu'on est dans une société qui ne manque pas de travail, mais d'emploi. Donc je crois que la première des choses à faire, c'est de réhabiliter le droit à l'emploi, parce que je crois qu'on n'en tient pas compte comme un droit opposable, qu'il faut concilier avec d'autres types de droits qui parfois sont contradictoires avec ce droit à l'emploi. On peut citer plein de choses, mais ça peut être le secret des affaires, le libre-échange ou parfois même le droit à l'innovation. Depuis le temps des machines tissées au XIXe siècle, l'innovation détruit des emplois. Et aujourd'hui, l'emblème de ça, c'est les entrepôts robotisés d'Amazon ou les caisses automatiques dans les supermarchés. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter l'innovation, mais à chaque fois, interroger les conséquences qu'elles auront sur l'emploi. La réhabilitation du droit à l'emploi, ça permet à chaque fois de se poser la question des conséquences que les politiques qu'on entreprend auront sur l'emploi. Une fois qu'on a réaffirmé ce droit à l'emploi, encore faut-il pouvoir le rendre effectif. Et là, je voudrais simplement citer, il y a beaucoup de choses qui ont été évoquées au fil de ce débat, la politique industrielle, le nécessaire protectionnisme, les taxes carbone aux frontières, etc., l'encouragement du Made in France, les relocalisations. Moi, je voudrais mentionner une proposition qui émerge de plus en plus dans le débat et qui est une question de garantie à l'emploi, qui consiste à pouvoir garantir à tous les chômeurs qui en font la demande un emploi rémunéré. Un embryon de ça en France, c'est l'expérience territoire zéro chômeur de longue durée, qui existe depuis 2016 et qui a permis de sortir 1000 personnes au chômage de longue durée. Alors ça peut paraître peu, mais derrière les chiffres, il y a des gens. 1000 personnes, ça reste beaucoup. Et c'est un dispositif qui est à mon sens très prometteur parce qu'il est original. Il repose non pas sur le montant d'argent qu'on lui consacre, c'est pas tellement ça l'origine du dispositif, c'est plutôt sa façon de faire, c'est-à-dire qu'il associe les acteurs locaux, c'est une mobilisation de tous et de l'État comme un parmi tant d'autres, et on arrive avec cette expérimentation à créer ce qu'on appelle des entreprises à but d'emploi, qui sont des entreprises de l'économie sociale et solidaire, qui aujourd'hui, dans leur grande majorité, qui ont aujourd'hui plus de 50 salariés, qui ont été créés à partir de rien, de réparation, de recyclage, de menus travaux, qui aujourd'hui sont dans la majorité de PME. Donc, on a montré que cette expérimentation, elle marchait. Et aujourd'hui, je crois que la question qu'il faut se poser, c'est comment est-ce qu'on la fait passer à l'échelle ? Comment est-ce que, plutôt que 1000 chômeurs sortis du chômage de longue durée, on arrive à sortir 1 million de chômeurs du chômage de longue durée? Parce que c'est le nombre de chômeurs de longue durée en France en 2019, c'est plus d'1 million de personnes. Pour ça, je crois qu'il faudrait considérer ces dispositifs de garantie à l'emploi et qu'il faudrait, si vous voulez, à la fois augmenter le nombre d'entreprises à but d'emploi à travers la mobilisation de tous et tout le temps sur les territoires, mais aussi partir des besoins du pays, ça a été dit.
Il y a des besoins en matière de transition écologique, c'est indéniable. Il y a des besoins aussi en matière dans le secteur médico-social, de gestion de la dépendance notamment. Il y a des besoins qui sont aujourd'hui inassouvis. On pourrait aussi imaginer de réhabiliter des contrats aidés comme le contrat initiative emploi, mais qui ne bénéficieraient qu'aux entreprises du secteur qu'on veut renforcer, que ce soit le secteur de la transition écologique ou le secteur médico-social, et qui viendraient avec des conditionnalités. Et là, l'État viendrait financer la moitié d'un emploi dans ce type d'entreprise-là pour renforcer ce secteur et en même temps sortir des gens du chômage. Cette garantie à l'emploi, quand on regarde la façon dont elle serait financée, en réalité, c'est simple parce qu'elle est financée par ce qu'on appelle une activation des dépenses du chômage. Plutôt que de verser aux gens des allocations chômage ou du RSA ou des aides au logement, etc., vous leur versez un salaire. D'accord ? Et quand on regarde le coût de territoire zéro chômeur de longue durée, c'est 18 000 euros par personne et par an. Si on applique ça à 1 million de chômeurs, d'accord, de longue durée en France, on arrive à un coût de 19 milliards d'euros. Il faut savoir que le CICE, ça coûtait 20 milliards d'euros par an. Donc, c'est le même coût. Sauf que le CICE, le bilan, il est quand même largement insuffisant parce qu'il a perdu 160 000 emplois. Mais pour un coût équivalent à celui que aurait une garantie à l'emploi si elle était appliquée aujourd'hui en France. Merci Chloé. Alors Marie-Noëlle Nelman, justement, sur ces questions-là, c'est-à-dire le droit opposable à avoir un emploi, l'expérimentation des territoires zéro chômage, est-ce qu'aujourd'hui, une société où il n'y a pas de chômage, c'est possible? Et quelle loi ou quelle réforme mettre en place pour y parvenir? D'abord, je partage complètement l'analyse de Chloé sur le fait qu'il y a d'abord un choix stratégique de société. Est-ce qu'on considère que, d'ailleurs d'une certaine façon, Fabien Roussel le disait aussi, est-ce qu'on considère qu'il y a une aspiration de chacun de nos concitoyens de prendre sa part dans une forme d'utilité sociale et de gagner sa vie par son travail? Ça ne veut pas dire ne gagner sa vie que par son travail, mais en tout cas par ça. Et donc, moi, je crois que dans tous les débats que nous avons aujourd'hui, il faut requalifier deux idées forces dans notre projet de société. Premièrement, on doit être dans une situation où le droit à l'emploi doit être garanti et l'État doit être garant du droit à l'emploi en dernier ressort. Ça me paraît être une meilleure réponse qu'une autre question qui se pose, qui est par exemple de dire il est préférable que l'État garantisse le revenu universel de base, etc. Tout n'est pas opposable parce qu'évidemment, il y a quand même besoin de socle, notamment quand les gens ont des difficultés, de revenus garantis du socle, mais un peu comme le RSA amélioré. Mais je crois que c'est fondamental qu'on ait cette affirmation-là comme l'objectif qui mobilise toute la société. Alors maintenant, une fois qu'on dit ça, quels sont les points d'appui pour ça? Je pense quand même qu'il faut que le cœur de cœur, c'est deux points. Le premier, c'est la réindustrialisation du pays, parce que toutes les autres activités dépendent pour une large part soit d'emplois induits par ces secteurs industriels, soit par des richesses produites dans un cadre social souvent meilleur pour le salarié, et ces richesses produites sont indispensables pour solvabiliser la masse des besoins dans la société qui est utile à la société, et tous ne sont pas solvables, même avec une meilleure fiscalité. Donc, il faut produire des richesses, il faut réindustrialiser le pays. Là, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Toutefois, moi, je crois qu'il y a un sujet majeur qui est quand même le rôle du capital public dans les périodes où il faut réindustrialiser. Je pense que, contrairement à ce qu'on dit, la menace n'est pas que chinoise, mais beaucoup intra-européenne, où on a laissé faire des délocalisations intra-européennes avec nos crédits du FEDER. Donc, il faut de l'intelligence économique, revoir les règles européennes, bloquer certains transferts quand il y a des localisations avec des aides publiques, conditionnaliser toutes les aides publiques en France. Tout ça a été dit. La deuxième chose que je vois, c'est les emplois utiles. Et là, ça nous ramène
à l'emploi, l'État garant dernier ressort. Je pense qu'il faut qu'on fasse un chiffrage précis des emplois publics nécessaires à très court terme dans tous les champs où les Français considèrent qu'ils sont nécessaires. Il y a l'hôpital, il y a l'enseignement, l'école, il y a les EHPAD, il y a les juges, il y a toute une série de services publics. Il faut maintenant mettre tout ça pour montrer la masse des besoins, mais surtout, Caroline Fiat le faisait en comparaison sur les EHPAD, comparer ces sommes avec d'autres, par exemple, toute une série d'aides fiscales qui ne servent à rien, parce que moi, je ne suis pas contre qu'il y ait des aides pour les entreprises, quand c'est parce qu'elles sont utiles ou parce qu'on veut relocaliser. Mais quand on voit, par exemple, l'impôt dit de production, c'est essentiellement les multinationales françaises qui vont en bénéficier, sans la moindre contrepartie, cet argent pourrait financer des emplois publics. Et Christophe Rameau disait, la part des emplois publics n'a pas augmenté. La deuxième chose, c'est que moi, je suis assez rooseveltienne. Je pense que le pays a besoin de grands travaux. De grands travaux, ce n'est pas simplement des cailloux au bord des rues, mais, et notamment des grands travaux écologiques ou dans le domaine du logement. Je prends l'écologie parce que Mélenchon donne souvent cet exemple que je trouve bon. Il y a plein de fuites d'eau, on gaspille notre ressource en eau. Eh bien, un grand plan de restauration de tout le système des canalisations d'eau dans ce pays pour qu'il y ait quasiment plus de fuites d'eau, ben c'est un projet qui mérite d'être planifié, qui est important. Je prends un deuxième secteur, là plus classiquement et moins écolo, l'état des ponts en France. On a des masses de ponts qui vont s'effondrer. On est infoutu d'avoir un plan de remise en état des ponts de ce pays. L'installation de la 3G, on est soi-disant dépendant des opérateurs. La 3G, on n'est même plus à la 3G, à la 4G, je ne parle même pas de la 5G. Hein. Je parle de faire qu'il n'y ait plus de zone blanche en France. Ça, c'est des grands plans qu'il faut tout de suite mettre en œuvre avec une planification de comment et qui va créer des emplois. Alors, dans certains cas, ça peut être des emplois purement privés. Je pense dans des sociétés comme par exemple pour mettre en état les ponts, on ne va pas faire des services publics de la construction des ponts, on a des entreprises. Mais par exemple, dans d'autres domaines, qui est par exemple la restauration, faut garder toutes les petits ruisseaux, tout ça, parce qu'on a un problème d'inondation, parce que nos réseaux d'eau ne fonctionnent pas bien, ne s'irriguent pas bien. Bon, il y a là une masse de grands projets à mettre en œuvre qui peuvent créer des emplois, pour une part solvabiliser, pour une autre part à solvabiliser. Et moi, je plaide pour une stratégie de grands travaux. L'autre chose que je trouve importante, c'est l'initiative locale. Moi, je crois qu'il faut tout de suite restaurer la capacité des collectivités à avoir une compétence économique, toutes les collectivités qui le souhaitent. Parce que vous avez aujourd'hui des tas de projets qui sont dans les cartons d'économie sociale ou même industrielle. Je voyais avec des élus de la Nièvre l'idée de la chimie verte du bois. Bon, il y a des tas de projets, mais alors avant d'arriver à les faire émerger, mais c'est la croix et la bannière. On n'a jamais les bonnes subventions, on met 25 000 dossiers, donc il faut redonner à l'initiative locale un vrai souffle. Et dernier point, et donc de ce point de vue, ça s'adosserait avec les fameuses, aussi dans certains cas, avec les fameuses entreprises dont parlait Chloé tout à l'heure, des entreprises à but d'emploi, que je crois très important. Alors, je vais terminer sur deux sujets qui me tiennent à cœur. Le premier, c'est la constitution d'un grand ministère de l'industrie, avec non seulement des stratégies de filière, mais aussi avec des responsables de ce ministère qui ne soient pas issus de la grande administration, soit des anciens chefs d'entreprise, des anciens syndicalistes, des universitaires, des chercheurs, des gens de terrain, des élus, tout sauf le bureaucrate de Bercy, qui doit être, évidemment, il faut les former, les accompagner, etc., qui doivent être localement à la fois vigiles de ce qui doivent avoir un rôle de surveillance économique de ce qui se prépare, parce que Bridgestone, ça se préparait, et il faut travailler avec les syndicats pour voir comment c'est en train de se préparer, ces délocalisations, cet appauvrissement. J'abonde à tout ce qui a été dit sur les prix de transfert. Il faut obliger
à ce que les prix de transfert soient transmis au conseil d'établissement des entreprises, au CE des entreprises, et que Bercy le surveille, parce qu'en plus, c'est de la perte fiscale chaque fois qu'il y a des transferts, des prix de transfert qui sont faits pour en fait dévitaliser le tissu local. Deuxièmement, donc ce ministère de l'Industrie, il aurait aussi une autre vocation, c'est d'aller voir les entreprises industrielles sur le territoire pour voir avec elles qu'est-ce qui les bloque pour exporter, pour se développer. Parce qu'à part nous dire que les cotisations sont trop élevées, alors que la plupart du temps, c'est plein d'autres choses, les réseaux à mobiliser, etc. Et puis, ces agents du ministère de l'Industrie, eh ben, ils devraient être justement ceux qui font remonter les projets industriels de terrain, qui sont parfois très intéressants, mais qui ont du mal à prospérer dans notre pays. Et moi, je crois à la robotisation. Je crois à la robotisation. Il faut un grand plan de robotisation, de faire des plateformes d'échanges locaux, utiliser les nouvelles technologies pour favoriser les circuits courts, les circuits locaux, les connaissances des tissus et la solidarité des tissus entre eux. Donc, bref, je voudrais dire une dernière chose, parce que c'est qu'il y a des tas d'emplois non pourvus, et beaucoup d'emplois avec des travailleurs détachés, parce que les conditions de ces emplois ne sont pas garanties dans la pérennité et ils ne sont pas correctement traités. Donc, il faut des négociations par branche pour limiter au maximum la précarité, revaloriser toute une série de métiers. Et ma dernière phrase, créer un système d'intermittent de l'emploi avec une véritable sécurisation des parcours professionnels. Merci. Justement, la transition est toute faite. Sophie Taillé, poignant, puisque vous devez nous quitter dans pas très longtemps, sur la robotisation, sur le revenu universel de base, et puis vous parliez aussi tout à l'heure du partage du temps de travail pour justement en finir avec le chômage. À vous, je vous laisse intervenir. Merci beaucoup. Oui, je crois qu'effectivement, on a beaucoup parlé de relocalisation et de regonfler les effectifs de la fonction publique, ou enfin des services publics en général, et des associations, parce qu'il n'y a aussi pas que l'État et pas que les collectivités qui peuvent remplir des missions de service public. On peut aussi remplir des missions de service public en étant géré de manière associative, en étant aussi dans d'autres formes d'entreprises, que ce soit des entreprises à but non lucratif. Et ça, il y a beaucoup d'outils à développer, et puis des outils à créer aussi, parce que notamment aujourd'hui, ce qui tronque toute capacité de transition, c'est quand même aussi les outils comptables, ne serait-ce que ça, parce que tous les dirigeants d'entreprise, de quelque entreprise que ce soit, ils prennent leurs décisions sur une forme de comptabilité qui est complètement antisociale et anti-environnementale. Donc ça, il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus, c'est très important. Finalement, après au début du XXe siècle, face aux grandes crises, il y a des outils de la comptabilité nationale qui ont été créés pour accompagner les politiques keynésiennes, etc. Et bien là, je crois qu'il y a une nouvelle révolution comptable à faire. Je ne reviendrai pas là-dessus, mais sur la question du partage du temps de travail, parce que je crois effectivement, oui, il y a une robotisation, il y a une automatisation à l'œuvre, et tant mieux. Parce que si on peut s'éviter, nous les humains, de faire un certain nombre de tâches pénibles, répétitives, que ce soit la saisie ou la manutention, bon, je veux dire, on ne va pas se plaindre de cela. Et je pense qu'il faut utiliser notre énergie à d'autres choses. Utiliser notre énergie à d'autres choses, non pas forcément pour être dans l'emploi, mais pour être dans le travail au sens de l'activité qui est bénéfique au corps social. Et pour cela, il faut permettre à tout un chacun de pouvoir avoir des périodes d'emploi, mais aussi peut-être avoir des périodes de travail autres. Parce qu'on le sait quand même, l'inactivité totale, la loisiveté absolue, quand on a des ressources, que ce soit des ressources sociales, c'est quand même extrêmement rare. L'être humain, il se projette dans l'activité au service du collectif, du commun, la plupart, dans 99, quelque chose % des cas. Donc, qu'est-ce que c'est le partage du temps de travail? D'abord, et je reviendrai sur ce qu'a dit Fabien Roussel, c'est une retraite digne de ce nom et plus tôt. Parce qu'aujourd'hui, on le sait très bien, le chômage, des contingents de chômeurs de longue durée sont des personnes de plus de 55 ans. On a la moitié des personnes qui ont plus de 55 ans qui ne sont pas en emploi. Donc, à un moment donné, il faut aussi regarder les choses en face. Il faut partager le travail pour faire en sorte que
en fonction de la pénibilité, en fonction de l'intérêt de l'emploi aussi, de la capacité de la personne de s'émanciper à travers son emploi, de se réaliser à travers son emploi, parce que c'est pas vrai, on ne se réalise pas autant dans certains emplois que dans d'autres. Il y a des emplois qui sont purement alimentaires, et il y a des emplois aussi qui brisent le corps et qu'on ne peut pas faire autant de temps que d'autres. Je pense aux égoutiers, je pense aux éboueurs, je pense aux caissières, et tant mieux s'il y a des dispositifs qui font que eh bien, un certain nombre de ces emplois, on en a moins besoin parce que ce sont des emplois pénibles. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire donc une réforme de la retraite qui prenne véritablement en compte la pénibilité. Et quand j'entends pénibilité, j'entends pas seulement pénibilité physique, j'entends aussi tous les risques psychosociaux, parce que il y a une limite aussi à être dans un service d'accueil, dans un service d'accompagnement. Voilà, ce sont des choses qu'on ne peut pas forcément faire aussi longtemps que des métiers. Ah, je ne sais pas si vous m'entendez toujours, que des métiers où on est davantage en accord avec soi-même, notamment quand on est quand on a vraiment quand son métier est un choix de vie total. Voilà, ce qui arrive et ce qui là il faut le laisser perdurer. Donc dans le temps, en fonction de la santé, en fonction de l'intérêt du travail, de sa capacité émancipatoire. Et puis aussi sur la durée hebdomadaire, pour la réduire et pour permettre des temps partiels choisis. Des temps partiels choisis, parce qu'il y a des temps de la vie où on a envie de travailler moins, des temps de la vie où on a envie de travailler plus, parce qu'on a des enfants en bas âge, ou parce qu'on a une activité annexe, ou parce que ci, ou parce que ça. Je crois qu'on est dans une société où on nous a vendu l'individualisme comme étant finalement une société de consommateurs, d'individus consommateurs. Ben, je crois que maintenant, il faudrait qu'on passe à une société aussi qui respecte l'individu, hein, non loin d'enfermer tout le monde dans un collectif qui serait trop abstrait et qui négligerait la nécessaire émancipation individuelle, mais sur d'autres choses que sur la consommation, la réalisation de soi par le fait d'être dans un travail, une activité qu'on aura choisie. Et pour cela, eh bien, nous portons à Génération l'outil de la transition du revenu universel d'existence pour permettre à chacun, quand il est dans un travail qu'il n'a pas choisi, de pouvoir le faire à temps partiel, de pouvoir s'arrêter pour monter un projet de formation. Moi, je crois que des individus épanouis et qui sont dans une activité qui leur permet de s'épanouir, elle est plus profitable à tous qu'une activité où on place les gens en situation effectivement et où on leur rappelle tout le temps d'être les bénéficiaires de minima sociaux, puisqu'on en arrive aujourd'hui dans un discours de culpabilisation permanente. Bon. Alors, on peut dire, voilà, il y a ce modèle un petit peu de revenu universel, et puis il y a le modèle c'est un vrai débat qu'il faut qu'on ait entre nous, hein, de savoir est-ce qu'on est sur le modèle emploi garanti par l'État, ou est-ce qu'on est sur le modèle capacité de choisir son activité garantie par l'État, et ce serait le modèle revenu universel. Par rapport à l'emploi garanti par l'État, quand j'ai entendu là tout à l'heure parler des entreprises à but d'emploi et du territoire zéro chômeur en disant il faut élargir, ça coûterait 19 milliards. Bon, il y a quand même une réalité, hein, c'est qu'aujourd'hui, le dispositif des EBE, le dispositif qui est celui qui est actuellement en place, est un dispositif où l'ensemble des activités doivent s'inscrire dans le champ non concurrentiel. Donc, l'élargissement comme ça, en trouvant des activités pour l'ensemble des chômeurs de longue durée qui seraient absolument non concurrentielles, ce sera pas facile et pas immédiat. Et on n'appuiera pas sur un bouton pour dire que non, mais j'ai pas dit que donc il faut être voilà. On peut évidemment élargir cette expérimentation. On l'a tous d'ailleurs voté très récemment la deuxième loi d'expérimentation pour faire en sorte que les nouveaux territoires rentrent dans cette expérimentation. Mais de toute manière, le dispositif a été construit comme par des expérimentations progressives pour élargir progressivement.
Donc, moi, je crois que le droit à l'emploi, c'est peut-être à préciser par rapport à ce que ce serait comme emploi pour les gens, ce que ce serait comme emploi et par rapport après à l'obligation d'exercer l'emploi. Donc, dans quel rapport on est avec la personne qui est privée d'emploi et à laquelle on dit il y a un droit d'emploi, donc il faut remplir cet emploi à ce moment-là. Donc, il y a beaucoup de choses à préciser dans cette idée. Comme il y a beaucoup de choses à préciser, je le dis parce qu'on n'est pas du tout non plus dans un modèle totalement bouclé et organisé du bout en bout. Et je crois que cette discussion et ce débat, il est absolument essentiel qu'on l'ait à gauche, parce que je pense qu'on est sur une dimension où il faut de toute manière qu'on sorte de l'emploi imposé par les logiques financières des entreprises et où on trouve un autre modèle où chaque personne, chaque individu peut apporter à la société et être traité dignement par elle, c'est-à-dire avoir les moyens d'existence qui soient garantis. Voilà, donc quelques éléments un peu en débat après les différentes interventions. Alors, mes excuses, parce que dans une dizaine de minutes, il faut que je regarde ce qui se passe en séance, mais je serai obligée de vous quitter pour retourner dans l'hémicycle. En tout cas, très merci aux intervenants et à cet échange, et j'espère à d'autres fois de vous retrouver pour poursuivre le dialogue. Merci Sophie Taïlé-Coupallan. J'ai envie de demander à David Kayla, là, justement, je sais que vous avez votre avis au niveau du revenu universel de base, que vous aviez pris position à une certaine époque pendant la présidentielle. Mais aussi, j'aimerais vous poser la question sur comment on finance en fait toutes ces mesures d'accompagnement des chômeurs. Quel financement, alors qu'on sait aujourd'hui tout le débat qu'on a sur les finances publiques. Voilà, quelle réforme on doit avoir au niveau de la Banque centrale européenne pour pouvoir financer toutes ces politiques publiques et même des emplois de services publics. Oui, alors merci. Alors effectivement, je voudrais quand même dire tout d'abord que je partage certaines choses qui ont été dites, notamment sur la question du partage de travail. Je pense que c'est quelque chose d'important. Hein. C'est vrai que si on mécanise et si on robotise l'emploi, ce qui me semble plutôt une bonne chose, et si globalement on travaille tous moins pour produire autant de richesses, bien sûr que c'est un progrès. De la même façon, je partage également ce qu'a dit Chloé Ridel sur les politiques zéro chômeur. Hein, ce sont des politiques extrêmement intéressantes. Et d'ailleurs, qui coûtent un peu d'argent, bien sûr, mais qui ne coûtent pas tant que ça. C'est-à-dire que créer des entreprises à vocation d'emploi sur un territoire donné, en accompagnant des chômeurs de longue durée, je pense que ça fait partie des initiatives qui sont extrêmement utiles. Alors après, la question, effectivement, comment on finance des politiques industrielles, comment on finance des politiques, j'ai envie de dire, aussi de relance, hein, parce qu'on a aussi cette question, hein, on va rentrer dans une crise, enfin on est dans une crise actuellement, et cette crise n'est pas terminée, la crise qui découle du Covid, et donc bien sûr il faut trouver des ressources. Alors tout d'abord, quand même une chose, c'est que l'État parvient aujourd'hui à dépenser beaucoup d'argent dans un cadre de relance, c'est-à-dire de manière conjoncturelle, hein, par le fait qu'il emprunte aujourd'hui à taux négatif. Donc il n'y a pas la limite qu'il aurait pu y avoir et qu'il y avait il y a quelques années avec des taux d'intérêt qui pouvaient parfois être très élevés. Là, pour l'instant, on a un excès d'épargne dans l'économie, donc tout le monde cherche à acheter des emprunts publics, et donc l'État a la capacité, hein, de relancer, et je pense que c'est quelque chose, évidemment, qu'il faut faire. C'est-à-dire il ne faut pas s'interdire de dépenser lorsqu'on a ce genre de besoin. Après, bien sûr, la question de la fiscalité, enfin la question des ressources, c'est aussi la question de la fiscalité. Et cette question de la fiscalité, bien, là aussi, il faut la reprendre dans un cadre où on ne s'interdit plus de taxer les entreprises, de taxer un certain nombre des ménages les plus riches. Là, moi, j'ai l'impression que depuis François Hollande et même Sarkozy, on a quand même mené une politique qui consistait à réduire la fiscalité de tout ce qui était mobile, c'est-à-dire principalement des entreprises, pour faire peser la charge fiscale essentiellement sur les ménages. Et ça, c'est pas une bonne politique. Alors, c'est une politique qui est liée à un contexte, la concurrence effrénée que se livrent les États entre eux pour attirer, dans le cadre de l'Union européenne, dans le cadre de la mondialisation, les capitaux productifs. Et c'est ça, bien sûr, qu'il faut commencer à changer. C'est-à-dire qu'une fois qu'on remet en cause la libre circulation de tout et le libre arbitrage des investisseurs où ils peuvent aller faire leur marché, là où il y a
les impôts les plus faibles, une fois qu'on remet ça en cause, alors on retrouve une capacité de taxer. Enfin, vous avez parlé de la Banque centrale européenne. Alors, il y a deux choses qu'il faut dire. Globalement, la Banque centrale, aujourd'hui, elle joue son rôle. Son rôle, c'est d'éviter une crise de la dette, telle qu'on a connue en 2013, c'est-à-dire qu'elle a ce qu'on appelle la politique de quantitative easing, c'est-à-dire une politique où on rachète des obligations publiques de manière à faire baisser les taux d'intérêt. Et ça fonctionne, les taux d'intérêt sont très très faibles. Par contre, moi, je serais beaucoup plus réticent sur l'idée qu'il faudrait que la Banque centrale finance directement les dépenses publiques ou ait un rôle politique de politique budgétaire, parce que je pense que la politique budgétaire doit rester entre les mains du Parlement, elle doit rester entre les mains aussi des États. Et donc, je pense qu'il ne faut pas mélanger les rôles. Que la Banque centrale, là, elle joue son rôle, c'est-à-dire le rôle de sauver, on va dire, de maintenir un système bancaire et financier stable, d'avoir des taux d'intérêt pour les États qui soient faibles. Et maintenant, c'est aux États aussi de jouer leur rôle, c'est-à-dire de mener des politiques conjoncturelles, de relance, de taxer ce qui doit être taxable et de financer à la fois des politiques industrielles conséquentes et puis aussi de faire en sorte que les gens y trouvent un emploi. Et donc, je pense qu'il ne faut pas déléguer à un organisme technique comme la Banque centrale du pouvoir politique. Alors bien sûr, on peut remettre en cause ensuite la question de l'indépendance, etc., de la Banque centrale, mais avant de réfléchir sur les statuts de la Banque centrale, il faut aussi que le Parlement français, les parlementaires, les politiques jouent leur rôle. On ne peut pas toujours se défausser sur un organisme extérieur pour jouer ce genre de rôle. Alors, j'ai envie de passer la parole à Jean-Baptiste Barfetti. Alors, Marie-Noëlle Genman proposait notamment de créer un ministère de l'industrie, mais au plus près des besoins du terrain. Voilà, est-ce que cette proposition vous semble intéressante et pertinente? Et également, j'ai envie aussi sur l'aspect robotisation, les besoins de formation. Vous avez commencé à ébaucher et à en parler tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez développer en tout cas sur ces besoins de définir peut-être un état stratège? On parle beaucoup du commissariat général du plan, mais justement, est-ce que il y a besoin de définir sur du long terme une perspective industrielle et comment faire intervenir peut-être des citoyens est-ce qu'il faut les décliner aussi au niveau local? Voilà, allez-y, Jean-Baptiste. Merci. Alors effectivement, donc évidemment, je suis d'accord avec ce grand ministère de l'industrie qui pourrait être coupé d'ailleurs, ou en tout cas très rapproché d'un grand ministère de la recherche. Je pense qu'il faut revenir à une véritable planification réfléchie, alors peut-être une planification à la française, c'est-à-dire indicative, avec un endroit comme le commissariat au plan autrefois, où puissent se rencontrer les hauts fonctionnaires et politiques, les chefs d'entreprise et syndicalistes, pour essayer de concevoir en commun. Je pense notamment à ce qu'avait fait Arnaud Montebourg dans son passage au ministère du redressement productif puis de l'économie, avec ses 34 plans qui étaient assez visionnaires pour l'époque. Il y avait une sur la voiture, avec la voiture propre, avec l'avion propre. Il y avait beaucoup de choses qui étaient faites conjointement avec les industriels, avec des comités de filière qui étaient présidés par des industriels, et malheureusement ça a été très vite arrêté par son successeur. Je dirais qu'il y a évidemment l'aspect de protectionnisme, l'aspect, vous posiez la question tout à l'heure des relocalisations. On peut s'inspirer du Japon. Le Japon, avec son fameux METI, son grand ministère de l'économie et de l'industrie, eh bien, le Japon a montré un peu le chemin avec un plan assez massif de facilitation de la relocalisation. C'était beaucoup depuis la Chine dans le cas du Japon. Et il y a je crois, à hauteur de plus de 2 milliards pour ces relocalisations. On peut penser aussi à un taux différencié sur l'impôt sur les sociétés en fonction de la localisation des activités. Et on se doute bien que les GAFA, qui ont très peu d'activités en France, devraient être, de ce point de vue, assez lourdement taxés. Il y a évidemment des grands projets à relancer. Où est l'équivalent aujourd'hui du Concorde? En 1971, on lançait à la fois le Concorde et le TGV. Aujourd'hui, où est son équivalent? On voit passer les trains, justement, avec les GAFA, et on ne réagit pas.
Et donc, de ce point de vue, je suis d'accord avec ce que disait David Keia tout à l'heure, on est face à une réorganisation de la production, de l'emploi, et non pas servir un revenu. Ce revenu, tel qu'il a été décrit tout à l'heure par Sophie Caillé-Polian, à mon avis, ne peut être que transitoire. C'est-à-dire, elle disait, bon, pour les gens qui ont un emploi très pénible, je peux comprendre qu'ils veuillent se mettre à temps partiel. Mais on voit bien que c'est un pis-aller, c'est-à-dire qu'on a un emploi qui est à moitié satisfaisant, donc on a de l'assistance sociale à côté à moitié. Ça peut servir temporairement, mais l'objectif, c'est vraiment de modifier profondément nos structures de production pour les rendre plus acceptables, plus adaptées à l'homme. Et de ce point de vue, je pense que ce qui est très très important, et je rebondis sur la question que vous m'avez posée, c'est la participation des citoyens, des personnes qui travaillent. J'ai signé cet été une tribune avec 150 personnes, dont 3 professeurs au Collège de France, qui s'appelle « Partager le pouvoir » pour transposer en France ou adapter au climat français la codétermination allemande. C'est-à-dire qu'on parle souvent en politique, il faut écouter le terrain, il faut être au plus proche du territoire avec la déconcentration, la décentralisation. Mais en entreprise, cette question ne serait pas importante si on écoute un peu la doxa. Or, il y a cette intelligence qui vient du terrain, et en Allemagne, c'est pas un hasard s'ils ont réussi à préserver de l'emploi sur leur territoire, de l'emploi industriel, c'est parce qu'il y a dans leur conseil d'administration des grandes entreprises une moitié de salariés qui sont présents, qui peuvent faire entendre la voix de la chaîne de production, et qu'il y a aussi les Betriebsrat, les conseils d'établissement au niveau de chaque établissement, pour qu'il y ait cette codétermination. Et donc on parlait tout à l'heure d'une production d'outils qui doit à déterminer, comment on doit la déterminer. Je dirais d'abord de façon donc conjointe, comme je viens de dire, au sein de l'entreprise, mais pour remettre un peu dans un cercle plus large les débats qui ont été donnés tout à l'heure, c'est des emplois qui doivent être déterminés par la collectivité. C'est le sens de Territoires zéro chômeur qui a été discuté tout à l'heure, c'est-à-dire la collectivité nationale qui décide, avec la fonction publique et avec des exemples comme Territoires zéro chômeur, quelles sont les tâches que l'on doit investir, sur lesquelles on doit investir du travail. Sur Territoires zéro chômeur, je voudrais ajouter quelque chose, parce que j'ai travaillé 1 an et demi, notamment sur ces sujets d'insertion au ministère du Travail. Il a été pointé effectivement que Territoire zéro chômeur, c'est uniquement sur du non concurrentiel. La force de Territoire zéro chômeur, c'est sa vocation d'exhaustivité. C'est une optique presque militante où les personnes dans les entreprises à but d'emploi vont prospecter, essayer de retrouver toutes les personnes qui sont privées d'emploi sur les micro-territoires. Mais ces Territoires zéro chômeur sont issus d'une tradition plus ancienne qui s'appelle l'insertion par l'activité économique, qui est une filière assez importante en France avec près de 4000 entreprises. Et dans ce secteur, il y a toute une palette d'activités. Il y a, comme Territoire zéro chômeur, des ACI, des ateliers d'insertion, qui sont là où il y a les personnes les plus en difficulté, avec des business models, des modèles d'affaires, dans les espaces verts par exemple, ou dans le maraîchage, qui sont à peu de valeur ajoutée. Mais il y a aussi des entreprises d'insertion qui sont très intéressantes de ce point de vue parce qu'on réinvente, dans une économie mixte, on réinvente les métiers de demain. C'est-à-dire on répare les difficultés d'emploi, mais on crée des modèles économiques qui sont inclusifs. C'est-à-dire que la personne elle va être tendue entre une exigence de productivité et un ralentissement, puisque la personne peut avoir des difficultés. Et je trouve que dans ces entreprises d'insertion et dans l'insertion par activité économique, c'est un endroit vraiment où il faut investir, et pas seulement Territoire zéro chômeur qui est évidemment très important, et je soutiens sans réserve, mais il faut aussi aller voir l'insertion par activité économique qui développe des modèles très novateurs. Et c'est notamment eux qui ont inventé, qui ont développé le réemploi, l'économie cellulaire avec la réparation des machines à laver, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses à y voir là-dedans. Alors,
On a parlé beaucoup d'emplois, mais on n'a pas parlé de quel type d'emploi, et j'aimerais aborder cette question-là avec vous, Christophe Rameau. On a vu en fait que les plus vulnérables durant cette crise sanitaire ont été les plus précaires, ceux avec des contrats courts, intérimaires. Cela a été également démontré durant la crise des subprimes, notamment en Espagne. Or, souvent, on nous dit que on n'a pas le choix, c'est le coût du travail qui est un frein à la compétitivité des entreprises. On a vu tout au long de cette heure qu'il fallait rompre avec ces dogmes libéraux. Notamment, il y a un certain nombre de réformes qui ont été faites, donc il faudrait remettre en cause. Et puis ensuite, j'aimerais aussi vous poser la question sur la rémunération du travail, puisqu'on a vu en fait des salariés, des agents publics qui étaient en première, seconde ligne, qui ont prouvé leur nécessité pendant toute la période des confinements et qui sont souvent ceux qui ont les revenus les moins élevés dans notre pays. Est-ce que justement il ne faudrait pas changer les modes de fixation des rémunérations, notamment en fonction de l'utilité sociale de ces métiers, et puis aussi augmenter le salaire minimum en France et l'ensemble des minima sociaux aujourd'hui? Oui, une des grandes questions dans notre société, bon, la question des besoins sociaux qui sont immenses, en fait, quand on y réfléchit bien, c'est à combien on évalue les activités des uns et des autres, en fait. À combien doit être payée une aide-soignante, à combien doit être payé un trader, l'heure de travail, à combien on doit le payer, Et alors, en fait, ce qu'essayent de nous convaincre les économistes libéraux, c'est qu'il y a des lois naturelles. Alors en fait, ils sont bien en peine de nous expliquer pourquoi la rémunération des grands patrons, des grandes firmes multinationales a été multipliée de façon totalement indécente, par 50, par 100 ces 40 dernières années. Bien entendu, vous avez bien compris que la rémunération de Carlos Ghosn ne pouvait guère se justifier par par l'augmentation de sa productivité marginale, pour ne prendre que cet exemple. Donc voilà, en fait, tout ça est éminemment politique, et donc la question qui se pose effectivement, c'est celle il faut mettre des règles. Moi, je pense que l'initiative privée, ça a du bon. On a quitté le XXe siècle, très bien. Donc, l'initiative privée, ça a du bon. La concurrence, ça a du bon. Mais la société, l'économie elle-même ne tient pas s'il n'y a pas de règles qui permettent, alors à la fois de prendre en charge des choses que ne prend pas en compte le l'initiative privée. Je fais un tout petit point là-dessus pour rebondir un peu, pour qu'il y ait du débat sur les questions de territoire zéro chômeur, auquel je suis tout à fait favorable. La difficulté qui se pose, bien entendu, c'est de ne pas cannibaliser l'emploi public, l'emploi statutaire, etc., puisqu'on parle aussi d'emploi en dernier ressort, et puis simultanément de ne pas cannibaliser, bien entendu, l'emploi privé, c'est-à-dire de pas faire, au nom de l'insertion, du dumping en quelque sorte, du dumping social. Donc voilà, il y a toutes ces choses-là à gérer, mais j'avais envie d'évoquer un autre point, c'est-à-dire que un autre point de débat aussi qui m'est venu à l'esprit, excusez-moi, j'ai l'esprit un peu en escalier, sur la proposition du Parti communiste qu'il a depuis longtemps, sécurisation, emploi, formation, etc. Oui, je pense que là, tout ça va dans le bon sens, mais il y a l'idée, si vous voulez, sur le papier, c'est vrai que si vous dites quelqu'un qui n'est pas en emploi, on met immédiatement en formation, mais c'est vrai que vous n'avez plus de chômeurs. Enfin, ceci étant dit, c'est une solution un peu de papier, parce que on contourne pas comme ça la question de l'emploi, parce que si quelqu'un qui n'a pas d'emploi, vous le mettez en formation, puis qu'à la fin de sa formation, il n'a pas d'emploi et que vous le remettez en formation et ainsi de suite, en sachant que les populations qui sont plus souvent en chômage, ce sont souvent des populations qui ont eu des difficultés avec la formation, vous voyez bien que vous tournez en rond. Donc vous ne pouvez pas écarter la question de l'emploi. Même chose. Alors, donc ce sur quoi je voulais insister, c'est sur le fait que le plein emploi, c'est à portée de main. Voilà. Il faut cesser, y compris nous, d'avoir dans la tête qu'on agite ça comme un vague slogan, etc. Non, c'est à portée de main. Et de ce point de vue-là, il y a une pour citer que la France, il y a un épisode majeur que Marie-Noël connaît bien, qui est l'épisode 97-2001. En 4 ans, on a créé 2 millions d'emplois, autant que durant toutes les 30 glorieuses. Vous m'entendez ? D'accord ? Bon, alors la population était un peu plus élevée, etc. Donc on a créé 2 millions d'emplois. Et pas des emplois précaires. Quand l'emploi redémarre, pour répondre aussi à votre question sur la qualité de l'emploi, le problème, c'est le chômage.
c'est pas la précarité, si je puis me permettre d'être aussi abrupt, d'accord, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que quand l'emploi redémarre, dans un premier temps, il y a hausse de la précarité, c'est normal. Les entreprises, quand elles embauchent d'abord en CDD, en intérim, etc. Bon, voilà. Mais on s'aperçoit que dès que la reprise de l'emploi dure un certain temps, y compris pour les raisons d'intérêt bien compris, puis il y a des questions réglementaires aussi. Mais les entreprises, en fait, elles transforment leur CDD ou leur contrat d'intérim en CDI. C'est ce qu'on avait observé en Catalogne. Dans un premier temps, la précarité de l'emploi va augmenter, mais entre mars 2000 et mars 2001, il y a eu 600 000 emplois nets de créés, tout ça en CDI et à temps plein. Tout ça en CDI à temps plein. Donc on voit bien que la question centrale, c'est celle du volume global de l'emploi. Je pense que pour augmenter le volume global de l'emploi, donc je termine sur les points de débat aussi, l'histoire d'emploi utile pour éviter le débat croissance-décroissance, c'est sympathique, tout ça. Il faut être, on fait ça, comment dire, il faut. Bon, mais quelqu'un qui a un emploi, il augmente, il contribue au PIB. D'accord, c'est une règle de base dans tous les pays du monde. D'accord, donc on ne peut pas contourner comme ça, tourner autour du pot. D'accord, je pense que la question centrale, effectivement, c'est de réorienter l'activité. Mais voilà, pour augmenter l'emploi, il n'y a que 2 façons d'augmenter l'emploi, il n'y en a pas 36. C'est soit la croissance, soit la réduction du temps de travail. Et ce que nous montre, y compris l'expérience de 97-2001, c'est que la réduction du temps de travail, c'est utile pour augmenter l'emploi. Mais enfin, les estimations les plus favorables aux 35 heures sur cette période 97-2001, où il y avait quand même une forte baisse du temps de travail, c'est au grand maximum de l'ordre de 500 000 emplois sur les 2 millions dont je vous ai parlé. Donc je pense que la réduction du temps de travail, c'est très bien, mais peut-être attention là aussi à ne pas trop lui prêter pour éviter certains débats. Peut-être un dernier point pour toujours faire du débat là où ça gratte. Je suis toujours, content, satisfait de voir que les débats sur les protections commerciales, qui avaient tant de mal à pouvoir percuter au nom du social, eh bien finalement, pour certains, ça passe mieux quand on évoque l'écologie. Donc on dit « Ah, la taxe carbone, ça c'est très bien ». D'accord, parce que ça va protéger les pâquerettes, etc. Je caricature, d'accord. Bon, voilà. Bon, c'est très bien. Welcome. D'accord. Bon, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut, bien entendu, des taxes carbone pour les raisons environnementales, c'est très important, mais il faut aussi des taxes sociales. Parce que on a commencé la conférence en disant, est-ce qu'il n'y a pas de problème de compétitivité? Mais si, il y a des problèmes de compétitivité. Bien sûr qu'il y a des problèmes de compétitivité. Bien sûr qu'il y a des problèmes de compétitivité si on s'adonne toujours au libre-échange. Mais bien sûr, c'est une course sans fin. Vous voyez, c'est une course sans fin à la régression sociale. Donc, si on ne remet pas des règles, y compris pour faire des écluses sociales, on appelle ça comme on veut, etc., bien entendu, que l'argument sur la compétitivité, on ne pourra pas le renvoyer comme ça d'un revers de main. Donc, voilà. Un dernier petit point sur la robotisation. Les gains de productivité, contrairement à ce qu'on entend parfois et ce qu'on a entendu parfois à la dernière élection présidentielle, je balance pas de nom, mais tout le débat sur le thème « Oh, avec les robots, il n'y a plus d'emplois, etc. » Tout ça, c'est des bêtises. Les gains de productivité, ils sont plus faibles aujourd'hui dans tous les pays du monde qu'ils ne l'étaient durant les 30 Glorieuses. Durant les 30 Glorieuses, les gains de productivité annuels du travail, c'était 4% par an. Donc, il fallait une croissance supérieure à 4% pour créer de l'emploi. Aujourd'hui, les gains de productivité, ils sont à 1%. D'accord? Alors, je ne vous dis pas que dans certains secteurs, il n'y a pas de difficultés, etc. Mais enfin, dire qu'à cause des robots, les gains de productivité, on n'aura plus d'emploi demain, tout ça, c'est du pipeau. Je vous dis, les gains de productivité, il y a toujours hausse de la productivité, mais c'est plus faible. Pour le reste, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Jean-Baptiste. À mon avis, il y a un enjeu majeur, mais sur lequel il est beaucoup plus convaincant que moi, qui est l'enjeu, effectivement, de refondation des entreprises. Je pense que, voilà. Mais j'arrête là. Merci. Peut-être Chloé Ridel, justement, sur quelle entreprise demain, comment réorienter l'activité, pour reprendre les mots de Christophe Rameau. Vous avez déjà expliqué, vous, votre position sur l'initiative Territoire Zéro Chômeur. Vous êtes encore... Oui, allez-y, Chloé. Oui, non, sur Territoire Zéro Chômeur, moi, ce que je voulais expliquer, c'est que je crois qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est de parvenir à faire monter Territoire Zéro Chômeur de longue durée à l'échelle, à généraliser cette expérimentation dans l'objectif d'avoir un emploi qui existe et qui soit effectif en France. J'ai bien conscience que ça ne peut pas être via le seul secteur non concurrentiel.
Par exemple, si on généralisait territoire zéro chômeur à l'ensemble de la France métropole et outre-mer, je pense qu'on pourrait monter au maximum à 100 000 emplois, peut-être 100 000 chômeurs sortis du chômage de longue durée. Et après, comment est-ce qu'on fait pour les 900 000 autres personnes qui se retrouvent dans une situation où ils sont durablement privés d'emploi? Ça, effectivement, il faut trouver autre chose et il faut aller chercher des solutions dans le secteur concurrentiel. C'est pour ça que je citais l'exemple des contrats aidés, ça peut être un levier, des contrats aidés ciblés dans les secteurs qu'on veut renforcer. Mais je crois qu'effectivement, il faudra penser à toutes les politiques d'offres et toutes les politiques industrielles qui seraient de nature à renforcer le nombre d'emplois sur le territoire. Donc ça a été dit tout au long de cette conversation. Je souscris à ce qui a été dit sur la politique industrielle. La politique industrielle, c'est une affaire de long terme. Il faut pouvoir anticiper les changements et être les premiers à créer des capacités. La politique industrielle, elle se fait sur le temps long. C'est pas parce que vous baissez les impôts de production en France que vous allez avoir des relocalisations. C'est pas ça la question en fait. Pour implanter une industrie en France, c'est extrêmement coûteux. Les industriels, ils regardent le coût du travail, certes, mais ils regardent aussi bien d'autres choses. Donc, il ne faut pas avoir une politique de courte vue qui serait qu'à baisser les impôts de production. Il faut réaliser dans des stratèges et de long terme plutôt que de demander au service du ministère de l'Industrie tous les 3 ans, tous les 2 mois, de bâtir un plan de relance, comme ce qui a été le cas actuellement. C'est-à-dire qu'en 2 mois, on a demandé à des agents, maintenant vous allez nous faire un plan de relance et puis vous allez nous faire des appels à projets relocalisation. On décide perpétuellement dans l'urgence. Donc je crois qu'il y a un grand besoin de politique industrielle sur le temps long. Et par ailleurs, tout ce qui a été dit, une politique commerciale, cela va de soi. Je terminerai juste sur la robotisation, parce que peut-être que j'ai un point de vue qui diffère un peu des collègues sur le débat. Moi, je suis absolument extrêmement sceptique sur la robotisation, parce que je crois qu'elle s'est faite de façon tout à fait antidémocratique. Au XIXe siècle, on ne remet absolument pas en cause les innovations technologiques qui consistent à robotiser de plus en plus l'industrie. Et maintenant le secteur des services. Et je crois que cette robotisation, elle doit être discutée parce qu'un monde parfait où on aurait pu être, il y aurait des robots partout, pour moi, c'est un enfer. Que faire ces gens? L'être humain a besoin de travailler, l'être humain a besoin de s'instruire du travail. Contribuer à ce que le travail redevienne une œuvre sans que aliène les travailleurs à la chaîne. C'est davantage le fait qu'ils ne sont pas maîtres de leur travail, ils doivent simplement réitérer les mêmes gestes à longueur de journée. Et il y avait un très beau documentaire qui s'appelle Le temps des ouvriers par Stan Newman, qui était absolument bouleversant quand il montrait qu'à la fin de la journée, les ouvriers qui ont fait toute la journée les mêmes pièces sur la chaîne, ils se mettaient à faire des petits objets décoratifs, enfin quelque chose qui émanait de leur esprit à partir des matières qu'ils pratiquent toute la journée. Je crois qu'il faut réhabiliter une politique de l'artisanat et questionner profondément la robotisation. Parce que sinon, aujourd'hui, on parle de robotiser le travail des avocats, de robotiser le travail des juristes. L'intelligence artificielle va conquérir énormément de champs du travail, et ça, je crois que c'est une énorme régression de notre société. On n'a pas à se mettre dans la main de robots et à demander aux êtres humains de se comporter d'ailleurs et de réfléchir comme des robots. Je crois que ce serait une régression énorme, donc je pense qu'il faut être très prudent quand on pense que la robotisation, comme Keynes au XXe siècle, que ça va être les jours heureux et que ce sera la fin du travail. Je pense que la fin du travail n'augure rien de bon. Merci Chloé Ridel. J'ai une levée de main virtuelle de David Kaila. Vous vouliez rebondir aux propos de Chloé Ridel, je crois. Oui, c'est ça. En fait,
je veux juste rajouter deux choses par rapport à ce qui vient d'être dit. D'abord, la politique industrielle, ce n'est pas une politique de long terme. Je veux dire par là qu'on a aujourd'hui l'habitude de fausses politiques industrielles, c'est-à-dire des politiques industrielles qui sont des politiques en fait fiscales. On supprime les impôts de production, on essaye de faire ce qu'on appelle une politique de l'offre. Mais ça, ce n'est pas une politique industrielle. Pour moi, une politique industrielle, c'est une politique où on nationalise l'entreprise, par exemple, où on met en œuvre la commande publique, parce qu'en France, ça a été la commande publique, la politique industrielle traditionnelle, depuis, vous savez que le leader mondial des verres, c'est Saint-Gobain, il s'est développé grâce à la commande de glace pour le château de Versailles, pour construire la galerie des glaces. Donc en fait, ça, c'est pas une question de long terme. Ça c'est quelque chose que l'État peut faire immédiatement. Alors ensuite, sur la robotisation, alors je pense qu'il ne faut pas mélanger plusieurs choses. C'est-à-dire que évidemment, il faut des robots là où c'est utile, là où ils permettent d'accompagner le travail humain. Il ne s'agit pas de substituer le travail humain pour du travail automatique ou de robot. Alors je le vis moi personnellement en ce moment. On fait des cours en ligne à distance et très franchement, ce n'est pas le rapport humain que j'ai envie d'avoir avec les étudiants, les cours en ligne. Donc s'il s'agit de dégrader la qualité du service rendu, de dégrader en quelque sorte, au nom d'ailleurs d'économies, de faire moins bien des choses, ou faire des QCM en ligne qui sont corrigés automatiquement, évidemment, tout cela, c'est pas ce qu'il faut faire. Mais par contre, le principe même de robotiser, le principe même de supprimer des emplois de caissiers dans les supermarchés pour organiser des systèmes de passage automatique, pour le coup, je ne vois pas où est le problème. Et en réalité, ce que je pense au fond, c'est que le travail, au fur et à mesure qu'il se robotise, il s'humanise. C'est-à-dire que le travail qui reste, qui n'est pas automatisé, pensez par exemple à une chose toute bête. Auparavant, les recherches d'informations étaient très coûteuses. Avoir un plan, c'était coûteux. Une carte Michelin, etc., il fallait les acheter, elles devenaient obsolètes, etc. Aujourd'hui, on a une automatisation de la recherche d'informations via les moteurs de recherche ou via les systèmes de GPS qu'on a. C'est très bien, c'est à la fois plus performant et du coup moins cher. La valeur, quelque part, quasiment disparaît. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? C'est-à-dire que la valeur, elle se crée ailleurs. Elle se crée où ? Elle se crée dans le rapport humain. Et donc, en fait, ce qu'il faut, c'est au contraire robotiser tout ce qui n'est pas humain et mettre en œuvre ce qu'on appelle des emplois relationnels, des emplois qui sont tournés vers la santé, vers le bien-être de l'autre. Et ça sera d'autant plus possible qu'on aura robotisé. Et donc, je pense qu'il faut vraiment pas inverser les choses. Et moi, je suis vraiment pour la robotisation dans le sens où ça permettra justement de libérer des emplois, de libérer du temps de travail pour des emplois véritablement utiles et qui sont à la base de notre société. David Kayla, alors j'ai Marie-Noël Dienman, excusez-moi, je confonds avec ma collègue de travail, qui a également levé la main virtuelle. Je vous laisse la parole, Marie-Noël Dienman. On ne vous entend pas, il faudrait que vous mettiez votre micro. Voilà. J'approuve totalement la réaction de notre camarade qui a parlé du rôle des salariés avec l'exemple allemand de la codétermination. Dans plein de domaines, ils voient plus clair et plus tôt les risques notamment des localisations, les fameux prix de transfert, le manque d'investissement de certaines entreprises. Ils sont vigiles et ils pourraient être acteurs davantage des choix stratégiques et permettre aussi qu'éventuellement la puissance publique puisse agir pour consolider les entreprises locales. Alors, moi, j'insiste beaucoup aussi sur la nature du capital. On compare souvent l'Allemagne à la France. Le capital allemand est assez localisé par le mécanisme des banques d'épargne locale à des banques d'épargne de Land. Ce n'est pas forcément du capital public, mais en tout cas, c'est du capital qui est adossé à l'épargne allemande et à une certaine appétence pour la défense de son territoire. Donc moi, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse au-delà de ce qui est classiquement les nationalisations, notamment dans les grands secteurs stratégiques, à comment on redéploie du capital public ou collectif national dans plein de secteurs de l'activité qui ont besoin de capitaux et qui aujourd'hui n'y arrivent pas. Alors évidemment, il y a tout le problème des réseaux bancaires. La BPI, qui à mon avis n'est pas suffisamment utilisée, elle vient en airbag des banques.
là où elles auraient dû être non seulement parfois l'airbag des banques, mais dans bien des domaines, elles auraient aussi pu être directement intervenant là où justement les banques ne veulent pas aller parce qu'elles ne veulent pas prendre trop de risques, etc. Or, ça n'existe pas qui est zéro risque quand on met du capital. Et c'est aussi pourquoi je souhaite qu'il y ait du capital qui soit possible pour des collectivités régionales, départementales, locales pour des toutes petites PME, car va se poser assez vite le problème des PME avec les fameux PGE. Ils ne vont pas pouvoir tout rembourser, ou alors elles vont mourir. Donc, il y a besoin de peut-être transformer ces PGE en subventions. Et est-ce que ce n'est pas l'occasion d'inventer une forme d'accompagnement de capital ou de fonds publics dans certaines PME, non pas pour décider, là, dans le cas des PME, mais si on veut créer des ETI, il faut qu'il y ait du capital qui permette à des PME de grossir, du capital d'intérêt local, collectivisé, coopératif, on dit comme on veut, mais c'est important. L'autre sujet qu'on a peu traité, c'est la formation. Alors, je partage totalement. L'avantage avec Christophe Rameau, c'est qu'au moins, il va droit au but et il dit des choses qui, à mon avis, méritent d'être vraiment bien entendues. Mais néanmoins, on a un problème de formation en France. Et ce n'est pas seulement un problème de formation pour les exclus, etc. On manque singulièrement d'informaticiens, on a tout un problème de mutation sur la maîtrise des technologies, mais on manque aussi, par exemple dans le bâtiment, dans des métiers qui sont considérés comme dévalorisés, on manque de compétences, de qualifications. Et là, il y a un lien entre la formation, le temps de travail et les rémunérations et la valorisation des métiers. Moi, je prends l'exemple, je pense qu'un des sujets sur la réduction du temps de travail pourrait être de compenser cette réduction de temps de travail, pas forcément qu'en temps libéré, mais en droit à la formation acquis. C'est-à-dire, en clair, je prends un exemple un peu simpliste, on réduit de 35 à 32, il y a 3 heures, et bien on dit qu'il y a 1 heure qui est du travail en moins que de vie personnelle, et il y a 1 heure qui est mise sur le compte formation, avec quelque part une espèce d'obligation, je sais pas, au moins des rendez-vous obligatoires pour utiliser son temps de formation, soit pour améliorer ses compétences, soit pour se reconvertir. Et moi, je ne le vois pas simplement comme une bouée de sauvetage en sécurisation des parcours, parce qu'on ne sait jamais au bon moment, on n'est pas motivé, etc. Mais un peu comme des rendez-vous obligés dans la vie des salariés, de se dire, est-ce qu'il ne faut pas que j'améliore ma qualification, que je valorise mes acquis? Parce qu'on a un gros problème, je prends l'exemple du bâtiment, on a des malfaçons dans le bâtiment, on fait appel à des masses de travailleurs détachés, on peut toujours dire qu'on va les interdire, ce qu'il faut. Moi, je peux pour interdire les travailleurs détachés dans les branches comme celle-là. Faut-il encore qu'on rende attractifs ces métiers et qu'on forme des gens pour le faire. Donc, en tout cas, je pense que sur temps de travail, formation, il y a des opportunités qui méritent d'être utilisées. Enfin, dernier point, sur le fameux… moi, je ne vois pas les entreprises d'emploi comme ne travaillant que dans le secteur non concurrentiel. Alors moi, je pense qu'on peut limiter la case de la concurrence avec les services publics, même avec l'artisanat local. Et là, il faut penser à des contrats territoriaux qui permettent, par exemple, à des artisans, si après ils embauchent, très bien, mais ils embaucheront les gens et on arrêtera cette activité par l'entreprise d'emploi. Il faut qu'elle soit aussi à l'initiative de besoins non pourvus par l'initiative locale. Et dans les quartiers des jeunes, il faut créer des fonds d'innovation pour la création d'entreprises d'emploi par les jeunes eux-mêmes. Ils n'ont pas forcément le même rapport au salariat que nous pouvons l'avoir et beaucoup veulent être chefs de leur propre entreprise. Pourquoi pas, à condition qu'évidemment, on se donne tous les moyens de veiller à ce que ce ne soit pas du travail au noir ou des déstabilisations du modèle salarial, du salariat.
Alors, Jean-Baptiste Barfetti, vous avez également levé la main. Alors, je vais vous laisser rapidement faire votre intervention avant que Géraldine Guillepin, qui est secrétaire générale des Radiqués de gauche, fasse la conclusion de notre débat dont on arrive quasi au terme. À vous. Merci beaucoup. Merci. Donc oui, très rapidement, rebondir pour dire que je suis d'accord avec David et Christophe sur le fait qu'il faut pas essayer de freiner une automatisation dans nos systèmes de production, qu'il n'y a pas de fin du travail, mais à mon avis que le travail se décale et qu'il va se recentrer sur d'autres aspects des activités humaines et qu'il faut l'accompagner. Mais pour ce faire, il faut que ces nouvelles formes de travail soient reconnues et rémunérés pour ça. Et à mon avis, il y a dans la question du revenu universel une confusion. C'est-à-dire que oui, il faut reconnaître ces nouvelles formes de travail que sont le travail éducatif, se former d'abord dans sa jeunesse, puis tout au long de la vie, comme a dit Marie-Noëlle Hillman, ce que je partage totalement, le travail parental, qui est partiellement reconnu par les congés maternels et congés paternels, mais qui sont trop court. Le travail aussi d'aide aux personnes âgées, par exemple dans sa famille, quand c'est sur le marché de l'emploi, c'est reconnu, puisqu'il y a un salaire qui est versé, mais quand on aide ses deux parents, ce n'est pas reconnu. Ce doit être reconnu, et donc ça doit donner lieu, comme tout travail, donner lieu à un salaire, puisque tout travail mérite salaire. Et donc je crois que pour rebondir par rapport au titre, à la conquête du plein emploi, je crois qu'il faut ouvrir la réflexion d'une conquête du plein travail. Pas d'un côté courir après un emploi des entreprises qu'on souhaiterait plein, et pour les autres un revenu universel minimum, mais un plein travail qui reconnaisse toutes ces formes de travail que je viens de citer. Et on a l'exemple au Danemark d'une expérimentation qui a été faite que au bout de quelques années de carrière, on a le droit de prendre 6 mois, 1 an pour aller se former dans un autre secteur. On laisse son poste à un demandeur d'emploi qui peut prendre cet emploi pour expérimenter. Si on est bien dans son nouveau poste, on y reste, et le chômeur peut garder le poste, et sinon on revient, on a le droit à un retour sur son emploi originel, et en fait le chômeur a déjà pu se former. Peut-être juste pour finir sur l'entreprise, j'ai esquissé tout à l'heure avec la question de la codétermination, c'est-à-dire la détermination collective dans l'entreprise. Ça ne se limite pas. J'ai travaillé sur cette question avec Nicole Notta et Jean-Dominique Sénard. On a proposé, et ça a été transféré dans la loi, une modification du Code civil pour reconnaître que toutes les sociétés doivent prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leur activité. Je crois qu'il faut aller plus loin avec donc la codétermination, mais aussi la raison d'être des entreprises. C'est une chose qui a été pour l'instant mal compris, qui est vue comme une sorte de slogan marketing. Il s'agit simplement que les entreprises explicitent à tout le monde à quoi elles servent dans la société. Elles ne servent pas uniquement du fait de leur rentabilité, elles doivent expliciter. Par exemple, celle de Danone, la santé par l'alimentation, où on pourrait penser qu'une banque pourrait mettre en avant la stabilité financière, c'est de la double tranchant. C'est un slogan pendant une certaine époque, mais le jour où il y a des difficultés, eh bien, il peut y avoir un retour de bâton très fort. Si on découvre dans les yaourts de telle ou telle entreprise du bisphénol ou des choses comme ça, ça doit être un retour de bâton, pas seulement des consommateurs de façon anarchique, mais de la puissance publique qui doit être très fort. Et cette modification d'entreprise, j'en terminerai par là, doit passer, comme ça a été dit tout à l'heure par Sophie Taillé-Polian, une modification de la comptabilité. Aujourd'hui, sur la comptabilité, on a complètement abandonné. Ce sont des directives européennes qui font quoi? Qui concèdent à un organisme international composé de comptables, principalement des grands groupes américains, IASB, qui nous dit quelles doivent être les normes mondiales en termes de comptabilité, et l'Europe dit, ben voilà, on adopte ces normes. Alors que dans cette comptabilité, comme ça a été dit, c'est la façon dont on mesure la richesse, dont on mesure ce qui est un coût dans l'entreprise ou un investissement. Aujourd'hui, acheter une machine, c'est un investissement. Former un salarié, c'est une charge irrécupérable, alors que ça devrait être aussi reconnu comme un investissement. Et là, je pense qu'il y a une ouverture aussi vers une transformation écologique de notre économie qui doit passer par cette modification de la comptabilité. Et il y a des travaux très intéressants d'Alexandre Rambaud, de Jacques Richard, notamment aujourd'hui au Collège des Bernardins. Et voilà, merci beaucoup. Merci.
Alors, je vais laisser la parole tout de suite à Géraldine Guillepin, qui est secrétaire générale des Radicaux de Gauche, pour la difficile tâche de conclure ce débat qui mérite de poursuivre plutôt le débat. À vous, Géraldine. Merci à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez. J'espère. Oui. Merci. Donc oui, merci à tous les participants pour la qualité des échanges, leur richesse. Ça va être très difficile en quelques minutes. Là, le temps est passé très vite de réussir à synthétiser l'ensemble des éléments qui ont été débattus. Sur ce qui peut-être réunit l'ensemble et je trouve ce qui a été donné à voir, c'est à la fois un élément un peu négatif du constat global qui est fait. Un système, on n'est même plus dans une crise, mais un système total qui est intenable à la fois pour des questions sociales, écologiques, on le voit, et que c'est bien la conséquence des croyances néolibérales, du laisser-faire, du retrait de l'État, qui s'est même retiré de ses fonctions régaliennes. On pense à l'emploi public, l'hôpital pas seulement, la sécurité également. On voit qu'il s'est un peu coupé la branche, les gouvernements successifs ont coupé la branche sur laquelle ils étaient. Mais ce que je retiens également, et ce qui me paraît extrêmement positif et porteur pour le futur, c'est les possibilités de capacité à agir. Et je trouve que c'est vraiment ce que vous nous avez partagé aujourd'hui. Comment le faire avec des débats sur certains des outils et certaines des propositions. Une politique spécifique à l'emploi comme objet politique ambitieux. Et on voit que tout ça doit se faire à différents niveaux. Donc, il y a évidemment la question du protectionnisme, la question de la fiscalité comme outil principal de l'État et de la collectivité, les planifications industrielles, son adaptation, sa mutation. Et on voit que c'est possible et que certaines expériences le montrent. La question aussi de réponse aux besoins de la société actuelle, que ce soit dans les grands projets, la question de réinvestir l'emploi public, les possibilités, les capacités d'innovation territoriale pour répondre à différents enjeux et différents besoins d'emploi en fonction des personnes et de leur situation. Et je reviens là sur la question de l'emploi lui-même, de la qualité de l'emploi, et on voit qu'elle est importante dans cette question de robotisation. Est-ce que c'est une aide à la qualité d'emploi, au contraire un piège? On ne tranchera pas peut-être ce soir. La question de la protection du droit à l'emploi comme grande proposition intéressante. Et là, en effet, on a un débat à gauche sur ce que ça peut être, ce que ça peut vouloir dire derrière le concept. Et évidemment, la question des règles en entreprise, la question de la démocratie. Et tout ça doit se faire à différents niveaux. Un niveau national, on le voit, mais un niveau aussi territorial. Qu'est-ce qui définit l'utilité sur un territoire, le développement de la capacité encore de l'emploi public ou de l'emploi parapublic. Et ça a été cité de l'association. Et voilà, de porter aussi ces innovations sociales, territoriales, de permettre, je dirais, à l'innovation collective de se faire et de se réaliser. Et pour terminer, je dirais que c'est à cette condition de retrouver cette capacité d'agir qu'on refera démocratie, qu'on refera sens ensemble. On parlait en premier débat de la promesse républicaine ce matin. Et je pense que sans les capacités d'une société protectrice et émancipatrice, ces questions de promesses républicaines ne pourront pas être réglées. Car la condition du contrat social, c'est aussi d'être protecteur et d'offrir à chacun les capacités de son émancipation à la fois collective et individuelle. Et je terminerai là. Merci Géraldine Guillepin. Je voudrais remercier l'ensemble de nos intervenants à cette table ronde. Merci pour les 2 heures que nous avons partagées ensemble. Vous pouvez bien sûr retrouver l'ensemble de ce débat sur le site et l'ensemble des débats aussi qui ont lieu au cours de cette université de la gauche républicaine et socialiste sur le site internet www.g
r-s.fr et sur l'ensemble des réseaux sociaux des organisateurs. Et puis je vous donne, enfin en tout cas, ils vous donnent plutôt exactement rendez-vous demain à 10h pour une table ronde sur la fracture territoriale. Bonne soirée à vous et bonne fin de week-end. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup à tous. Il faut continuer le débat, hein. Il y a plein de choses à faire.